Ce qui est dur en France, c'est que même quand t'es riche, c'est compliqué d'être riche parce qu'en fait, t'as même plus les moyens d'être riche. Tout coûte tellement cher en France. Quand tu vis dans un pays comme Maurice, que t'as un tout petit peu réussi, t'as même pas besoin d'être une fortune de ouf, quoi. Entrepreneur, investisseur, papa, expatrié à l'île Maurice. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de faire un podcast exceptionnel avec un ami ici à l'île Maurice, Laurent. Bonjour Laurent, comment vas-tu ? Bonjour Alexandre, bah écoute, au top, vraiment au top. Heureux de vous accueillir. Oui, merci. Alors c'est la deuxième fois qu'on vient. Oui, une petite coquinerie. En fait, vous allez voir que dans ce podcast, l'introduction va durer 5-10 minutes et ensuite vous allez avoir le vrai podcast qu'on a déjà tourné chez Laurent il y a quelques semaines maintenant, mais nous avons eu un problème technique et nous avons perdu les 5 premières minutes, donc Laurent nous a gentiment réinvité chez lui, vous avez vu au bord de la mer, pour nous, c'est dur ce travail, les conditions de travail sont un peu abusées. Laurent, tu nous donnes du fil à retordre quand même, c'est un peu... pour vous, on le fait. C'est vraiment sympa, hein. Après, quoi que je me demande, c'est si vous n'allez pas encore me dire que la carte a grillé, c'est pour revenir une troisième fois. Il fait bon ici, puis en plus tu nous sers du champagne frais à chaque fois, donc c'est quand même très sympathique. C'est des jeux au frigo. Donc nous avons le plaisir de t'interviewer aujourd'hui parce que tu as un parcours très très inspirant dans l'investissement immobilier, mais pas que, tu as plein de choses à nous dire. Et donc justement, Laurent, mais qui es-tu ? Eh ben toujours Laurent. Donc je m'appelle Laurent Bayer. En fait, c'est effectivement, je suis un passionné d'immobilier, mais aussi d'entrepreneuriat. En fait, c'est globalement dans ma vie salariée, en fait, ça a duré que quelques semaines, mois, parce qu'en fait, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Là, pour la peine, c'est souvent, même moi, quand je demande à mes enfants qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, alors peut-être que j'en ai un des trois qui a déjà envie d'être entrepreneur, mais par contre, même mon fils aîné, il sait pas encore exactement ce qu'il veut faire. Alors, je pense que l'entrepreneuriat l'intéresse aussi, alors que moi, je pense que dès l'âge de 5 ans, je voulais être entrepreneur. C'était 5 ans. Le business dans le sang. Ouais, c'était, je sais pas, en fait, c'est quelque part, pour moi, même entreprendre, c'est essayer d'apporter aussi quelque chose à la société. Donc voilà. Et puis derrière, donc, j'ai développé plein de boîtes, j'ai investi dans un certain nombre d'autres boîtes. Mais par contre, c'est ma vraie grande passion, ça a toujours été l'immobilier. Dans l'immobilier, quand on est passionné de quelque chose, j'ai essayé de à peu près tout essayer, tout tester. Et donc là-dessus, j'ai fait du marchand de biens, j'ai fait, c'est ce qu'on appelle de l'aménagement. Donc à partir d'un terrain, j'ai fait c'est de la promotion et surtout de l'investissement immobilier. Donc tes biens sont à Maurice ou ils sont en France ? Ils sont en France, essentiellement en France, quoi. Ça c'est clairement le cœur de mon business. Mais par contre, moi j'habite Maurice et je fais des allers-retours assez régulièrement. Voilà. Et sur Internet, on a l'habitude de voir des podcasts, des vidéos sur des personnes qui sont expertes dans l'immobilier et bien souvent ce sont des gens qui ont peu de biens et qui sont aussi focalisés sur une stratégie précise. Toi, j'ai l'impression que tu as quand même fait le tour et que tu as une étendue de stratégie immobilière, que tu as fait quand même des gros projets. On va en parler dans un instant dans la suite du podcast. C'est ce qui fait ta force, parce que tu n'es pas qu'un investisseur, tu as un côté très entrepreneur, quoi. Écoute, en tout cas de l'entrepreneuriat, c'est vraiment, j'en ai fait quand même, j'en ai fait pas mal dans plein de domaines et effectivement derrière j'ai essayé aussi d'appliquer ça à ma stratégie immobilière et j'ai essayé en fait de me diversifier au maximum. C'est-à-dire que je me suis posé des vraies questions sur les différentes natures de biens, c'est de se dire voilà, tu vois, c'est quoi les évolutions du marché, est-ce que par exemple en ce moment avec des Amazon, on s'aperçoit que la logistique devient quelque chose, Amazon et le Covid, la logistique devient quelque chose d'extrêmement important. À l'époque, en fait, tu avais par exemple le Drive, en fait, donc Drive alimentaire, c'était quelque chose qui se développait. Et en fait, là aussi, je dirais que le Covid, alors je me posais déjà des questions avant, mais le Covid m'a aidé en fait à justement à me reposer d'autres questions pour être sûr d'avoir le parc immobilier le plus solide possible, le mieux diversifié possible. Je propose justement qu'on rentre maintenant dans le podcast qu'on a enregistré et c'est Fabien qui pose une question sur justement tes stratégies immobilières et on essaie d'en savoir plus. Donc enjoy les amis. Donc toi en fait ce que tu fais c'est que tu achètes des grands terrains, tu construis des immeubles qui t'appartiennent et ensuite tu les loues. C'est ça, exactement. Tu gères tout quoi. Ouais, tout à fait.
Ça, c'est clairement, donc, alors, soit je construis, soit je réhabilite. En fait, parce que là aussi, c'est tout ce qui est réhabilitation. En fait, pour moi, c'est quelque chose en fait d'extrêmement passionnant. Donc, et là aussi, j'ai même avec une école d'ingénieurs en fait qui s'appelle l'I2L, j'ai créé ce qu'on appelle une chaire industrielle. D'accord. Et la chaire industrielle a pour objectif en fait de revaloriser tous les déchets issus de la déconstruction, par exemple. Et donc il y a tout un programme de recherche en fait qui a été mis en place pour essayer de normer, même créer en fait un nouveau label autour de justement de la construction et ou de la réhabilitation. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est des grosses passions. Ok, mais qu'est-ce qui se passionne là-dedans? Alors après, je dirais, c'est peut-être, je crois que la première fois en fait où j'ai été marqué par les choses, alors déjà c'est que la pierre elle reste, ou voire même pire que ça, tu vois, c'est ça. Je dirais que en toute transparence, ce qui me passionne, c'est que, alors c'est pas avec beaucoup de fierté que je le dis, mais en fait ce qui me passionne, c'est que j'ai toujours eu peur de la mort. Et en fait non mais alors là c'est vraiment une réflexion. Le Big Reveal et tout. Ouais. On rentre dans le sujet tout de suite. Oui. Non mais toi, j'ai toujours eu peur de la mort, et en fait c'est souvent je me suis interrogé sur comment tu fais pour lutter contre ça. Ouais. Et alors voilà, c'est à un moment forcément la raison m'est revenue et je me suis dit non mais tu peux pas lutter. Alors je sais que tu as Jeff Bezos qui essaye de faire 2-3 trucs, qui a investi quelques milliards, et en tout cas il en a plus que moi, donc parce que lui aussi il a peur de la mort. A priori clairement quoi. Okay, parce que, il est vraiment en train de lancer tout un programme justement sur c'est Brian Johnson qui est extrêmement actif de Don't Die. Oui. Je sais pas si tu connais le. Alors lui, tu vois, ça c'est. Alors j'ai plus vu en fait moi Jeff Bezos, etc. Ouais. Mais voilà. Mais après et donc là-dessus, c'était quelque chose en fait qui m'angoissait. En fait, ce que j'aime en fait dans l'immobilier, donc il y a plein de choses que j'aime, mais en fait au départ, je crois en fait que c'est cette espèce d'angoisse en fait qui existait au fond de moi. C'est quand tu viens, tu construis ou tu réhabilites, en fait les choses restent. Ouais. Et ça, j'ai pu aussi l'éprouver parce que juste pour la petite histoire, en fait, j'avais mon arrière-grand-père qui justement avait décidé d'arrêter de travailler à 40 ans. D'accord. Et pour arrêter de travailler à 40 ans, en fait, il s'était acheté 3 immeubles. Alors on était dans une autre époque. Oui. Et en fait, là où l'histoire était plutôt sympa, c'est que donc à 40 ans comme prévu, il a acheté. Il avait donné un peu d'argent à mon grand-père et à mon grand-oncle en disant écoutez, maintenant voilà un peu d'argent pour que vous puissiez vous lancer dans la vie. Et moi maintenant, j'arrête tout. Et par contre, c'est une vie qui a été extrêmement porteuse pour lui parce que en fait, il a vécu jusqu'à 96 ans. Okay. Pas mal. Et en profitant pleinement de sa vie, quoi. Tu vois, voilà, alors je vais pas rentrer trop dans les détails parce que là ça sera plus un truc de daron du bis, soit que là c'est de temps en temps on s'échange. Voilà, c'est ça, c'est papy du bis. Mais et en fait, quand ma tante est décédée, j'avais racheté la succession en fait de ma tante, et dans la succession de ma tante, il restait en fait un immeuble de mon arrière-grand-père. Et donc en fait, je reste toujours. Tu vois, c'est ça, c'est entre guillemets copropriétaire de l'immeuble de. Et il rapporte toujours ce bon vieil immeuble. Il rapporte toujours. Toi, c'est ça, c'est au rez-de-chaussée, t'as une pizzeria. Toi, c'était une pizzeria, et en fait, à côté, t'as une espèce de grossiste pour tout ce qui est barbier. Alors, j'en aurais plus eu besoin aujourd'hui, désolé les gars. Et donc, et puis après, effectivement, t'as quelques appartements. C'est sur un magnifique jardin. Toi, t'as une vue. En fait, c'est surtout l'arrière de l'immeuble sur un magnifique jardin botanique. Donc voilà. Donc l'immeuble est toujours là. C'est incroyable. Et c'est en quelle année ça? Alors non, mais lui, en fait, comme ça, je dirais que ça doit être à la sortie de la Première Guerre mondiale, quoi. La première? Ah oui, carrément. Son arrière-grand-père, ça remonte à loin quand même. Ça remonte à loin. Arrière-grand-père. Ouais, arrière-grand-père. Ah oui, d'accord. Donc c'est sorti. Donc lui, il a racheté ça, et après moi, c'est en 2000. Je sais plus, quand j'ai racheté la succession de ma tante. J'ai peur de dire des conneries, mais ça doit être genre en 2009 ou un truc comme ça. C'est entre 2009 et 2000. 2009. J'ai racheté la succession de ma tante en 2009, et ce qui est sympa, c'est-à-dire que là aussi, c'est-à-dire que dans la transmission, alors je suis pas pressé de le transmettre à mes enfants, mais dans la transmission en fait de tout ça, et en fait c'est en immobilier, tu as un truc qui s'appelle l'origine trentenaire, c'est-à-dire que quand tu achètes ou tu vends un immeuble, en fait c'est le notaire doit remonter au moins à 30 ans d'histoire là-dessus. Et donc les 30 ans d'histoire, donc là en fait c'est quoi? Dans les 30 ans d'histoire, c'est mon arrière-grand-père qui avait fait hériter donc mon père, ma tante et la cousine germaine de mon père, puisque voilà, il considérait qu'il y avait 3 petits-enfants. Et en fait la suite, c'est que moi, alors par chance mon père est toujours vivant, donc ça c'est le morceau de mon père est toujours bien à mon père, et par contre pour ma tante, en fait mes cousins n'étaient pas intéressés par l'immobilier, et j'ai acheté, j'aurais rendu service. Et donc
et donc là-dessus, tu vois, c'est ça, c'est dans l'origine trentenaire, c'est en fait, tu verras en fait toute cette continuité. En fait, c'est l'immobilier pour moi, c'est une logique de continuité. Ouais. Donc ça, c'est un premier point, toi, et très fort, toi, c'est vraiment, en plus, ça, c'est émotionnel. Un truc profond, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est profond, c'est vraiment du livre ouvert, toi, c'est voilà. Et après derrière, je dirais que entre ça, j'ai aimé l'urbanisme. Toi, c'est vraiment l'urbanisme des immeubles, je veux dire, c'est des bâtiments. Alors après, je vais pas vous dire que tout ce que j'ai construit, en fait, c'est que des choses jolies, même. Voilà, mais maintenant, en fait, en parallèle, je m'intéresse, en fait, c'est à redonner une deuxième vie, par exemple, à des friches. C'est des choses qui me plaisent énormément. Et puis voilà. Et puis après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après aussi, j'ai un truc qui m'a vraiment beaucoup marqué, et c'était la première fois que je faisais ça. J'ai créé une fois une rue. Ah ouais, d'accord. Ouais, tu vois, j'avais acheté en fait des terrains, c'était à côté de Reims, en fait, j'avais acheté des terrains, ça faisait à peu près 25 000 m², et en fait, pour donner de l'accessibilité à toute la petite zone commerciale en question, eh ben, il fallait faire une rue. Et donc là-dessus, je me rappelle, c'est avant de commencer à faire les travaux, j'étais venu avec ma voiture, j'ai fait une photo de mon GPS où il n'y avait pas la rue, et je suis repassé plus tard et j'ai refait une autre photo de mon GPS. Et comment elle s'appelle, c'est ce que j'allais dire. Alors par contre, par contre, le nom est pas très glorieux, mais en fait, on m'avait demandé des noms. Finalement, j'aurais dû en suggérer un, mais je crois que c'est la rue de la ferme Praquin. Toi, Okay. Et c'est dans une ville qui s'appelle Bétheny, mais en fait c'est vraiment limitrophe de, ça touche Reims, quoi. Genre, on est à 30 mètres de la ville de Reims. Donc voilà. Alors après, c'est ça, c'est les locataires qui sont là-bas sont un peu plus glorieux, puisque en fait à cet endroit-là, j'ai entre autres McDonald's comme locataire. Donc, D'accord. Pas mal. Et ben justement, j'allais te poser la question, est-ce qu'on peut avoir une idée du type de locataire que tu as? Parce que sur Internet, généralement, on parle de l'immobilier à des particuliers, hein, au-dessus de 80% du besoin, c'est couvert par ce genre de choses-là. Toi, pas du tout. Enfin, tu es quand même sur des groupes. En fait, tes locataires sont parfois des gros groupes, quoi. Ouais, c'est ça. Alors en fait, j'ai un mixte un petit peu de tout, et donc là aujourd'hui, mon plus gros locataire, en fait, alors là aussi, tout le monde ne connaît pas forcément, mais c'est le groupe Elis. Tu vois, ça c'est vraiment de loin. Oui, le propre en action. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Je suis très fort sur les le propre en action, en fait, tu vois, à travers une SCI, tu vois, c'est ça, c'est là-dessus. Donc je bossais pas mal avec Elis. À un moment, en fait, ils souhaitaient justement céder des usines, et en fait, j'ai réussi justement à récupérer en fait une usine en fait du groupe Elis, quoi. Donc voilà, donc ça c'était. Donc c'est un gros bâtiment. C'est immense, tu vois, c'est de mémoire, immense, toutes choses étant égales par ailleurs, mais on est en train de parler de 13 000 m². Et alors après, j'ai des plus petits, tu vois, des plus petits locataires. Par exemple à Dijon, tu vois, j'ai un KFC. Alors là, c'est le truc, je pense ça c'est mon bâtiment le mieux placé, parce que tu as Leclerc et Ikea qui ont deux sorties côte à côte, et en fait au milieu des deux sorties, en fait c'est le KFC. Et il tourne le machin. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a vraiment pas de problème. Donc voilà, donc en fait c'est géré en fait, par exemple dans la restauration, c'est ça, c'est entre Pizza Del'Art, alors je crois que maintenant il s'appelle Del'Art tout court, mais entre Del'Art, KFC, McDo, etc. Donc ça c'est un petit peu la partie restauration. Après par exemple j'ai un certain nombre de supermarchés. Tu vois, alors quand je dis supermarché, c'est pas forcément, c'est bien super et pas hyper, hein. Donc j'ai du hard discounter type Aldi, ça j'en ai plusieurs. Après tu vois, c'est ça, c'est du Auchan. Après j'ai un Carrefour, donc, donc voilà. Je crois qu'ils viennent à Maurice, Carrefour. Il y a un Carrefour à Maurice. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois qu'ils ont repris en fait l'enseigne Jumbo. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc effectivement, ils s'installent. Donc voilà. Donc ça, c'est par exemple, c'est dans toute la partie retail. Et après, pareil, c'est à un moment. C'est même pas à un moment. J'ai toujours essayé de réfléchir à c'est quoi l'évolution en fait de l'immobilier commercial. Et par exemple, quand j'ai vu par exemple l'arrivée par exemple du drive alimentaire, c'est là où je me suis dit ça vaut le coup que je commence à essayer de mettre en fait c'est mon immobilier en fait sur plusieurs pieds, c'est de se dire c'est pas avoir qu'une seule sorte d'immobilier, et donc là-dessus c'est comment faire pour avoir en fait un petit peu de drive dans mon patrimoine. Après c'est ça, et donc en fait au fur et à mesure, donc chaque fois pardon, je te coupe. Quand tu dis drive, c'est-à-dire que tu construis toi-même un immeuble que tu habilites spécialement pour qu'une enseigne de drive vienne dedans. Alors, là-dessus, tu as plein de petites subtilités qui existent dans l'immobilier. Les secrets du pro. Ouais, voilà. En fait, tu as plusieurs manières de faire. C'est souvent, donc, tout le monde connaît cette fameuse règle, où les trois règles de l'immobilier en disant c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement.
En fait, quand tu as vraiment un bon emplacement, ce qui se passe, c'est que tout le monde se bat pour avoir ton emplacement. D'accord ? Et donc là-dessus, quand tout le monde se bat, tu peux rentrer dans des choses, parce que toujours la problématique, c'est quelles que soient tes expériences, etc. Mais en fait, c'est souvent quand tu fais de l'immobilier, en fait, tu as une problématique en fait, de cash. Tu vois, c'est parce que même si tu as du levier bancaire, etc., mais en fait, à un moment, la banque te demande de l'argent. Quand ton emplacement est vraiment exceptionnel, tu peux rentrer dans d'autres natures de beaux. C'est tout le monde, toutes les personnes qui s'intéressent à l'immobilier commercial vont connaître par exemple le bail commercial 369 en fait, qui est le plus courant. En fait, derrière, par exemple, tu as un concept qui s'appelle le bail à construction. Le bail à construction, c'est quoi ? C'est-à-dire finalement, tu viens, tu aménages ton terrain et les gens ils se battent tellement sur ton terrain que tu dis attendez, non, mais je vous explique, c'est vous qui allez construire. Ah, tu les fais construire ? Et c'est eux qui construisent. Et en fait, c'est des baux. Par exemple, là, moi, dans les différents baux à construction que je peux avoir, en fait, c'est des baux en fait, de 40 ans. C'est plutôt pas mal. Tu vois, c'est-à-dire que... Attends, est-ce que tu veux leur faire là ? En fait, tu achètes ton terrain. J'achète ton le terrain. Il est tellement bien placé les grandes enseignes qui veulent construire un bâtiment, tu leur dis OK, vous le construisez pour moi. Ouais. Ok. Et vous êtes locataire pendant 40 ans. Et si vous êtes locataire pendant 40 ans. Ok. Et donc moi je la lueur dans les yeux. Ça existe ce truc. Ouais, bail à construction. Okay. Et en fait au bout de 40 ans, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est dans le bail déjà pendant 40 ans, ils sont obligés de le tenir en excellent état, etc. Alors après, tu as plusieurs durées. Je crois que la durée minimum, je sais plus, c'est 19 ans ou 22 ans. Toi, c'est aux alentours. La durée minimum, c'est aux alentours de 20 ans. Et là, en fait, le truc, c'est souvent en fait le terrain d'entente que j'ai toujours réussi à avoir sur les différentes opérations que j'ai faites comme ça. En fait, c'était 40 ans. Et donc là-dessus, en fait, c'est le locataire. En fait, donc tu lui loues factuellement un terrain et lui construit son bâtiment. Et là-dessus, on pourrait dire écoute, non mais oui, tu vas perdre, si tu avais construit, tu aurais gagné plus. En fait, ils sont tellement intéressés à te louer ton terrain que sincèrement, je suis pas sûr, tu vois, alors je vais pas forcément donner les ordres de grandeur, mais je suis pas sûr en fait que j'aurais eu beaucoup plus de loyer, quoi. Ouais. Donc parce que vraiment, c'est l'attractivité du terrain. Incroyable. Et donc là-dessus, en fait, par contre, c'est sur le projet, toujours, c'est quand tu as en fait un emplacement qui est exceptionnel, et tu vois, c'est un moment tu valides un projet. C'est si tu valides pas le projet là, tu valides le projet de quelqu'un d'autre. Ouais. Et donc par exemple là, justement, par exemple pour un locataire, c'est le locataire en fait, c'était aussi un endroit où j'avais sorti donc toute une petite zone commerciale. Et en fait lui, il voulait absolument se mettre directement sur le rond-point. Donc là-dessus, par exemple, la négociation qu'on a eue, donc en fait c'était un bâtiment de mémoire. Quand je dis c'était, je suis toujours propriétaire du terrain. Pour l'instant, et dans une trentaine d'années, je serai propriétaire aussi du bâtiment. Mais là, en fait, quelque part, donc là, par exemple, j'aurais dit, non, mais il voulait faire, je crois, un bâtiment de 2000 m². 2000 m², ça va pas. Et en fait, on s'est mis d'accord, comme il y avait en fait le terrain était en dévers en fait sur le rond-point. En fait, ils ont fait que 500 m², et en fait, ils ont enfui 1500 m². Donc, et ça, c'était l'objet d'une négociation. D'accord. Donc voilà. Et donc eux, locataires pendant 40 ans. Et ça, par exemple, justement, ça c'était un bâtiment dédié en fait justement à du drive, du drive alimentaire. En se disant, comme c'était du drive alimentaire, il pouvait avoir les réserves en dessous, une partie visible 500 m², les réserves en fait qui sont en dessous. Et donc par contre, c'était vraiment un choix d'avoir une enseigne de drive alimentaire pour, tu vois, c'est diversifier en fait mon immobilier. Donc le diversifier, c'est effectivement, c'est de se dire ok, je prends de la restauration. Tout à l'heure je parlais des listes, donc ça c'est de l'industrie, etc. Donc c'est se poser des vraies questions sur qu'est-ce qu'on peut avoir comme locataire de nature différente pour essayer d'avoir la plus grande résistance possible, que ça soit par la typologie des bâtiments, par la typologie des locataires. Voilà. Okay. Et comment tu fais pour avoir ce terrain ? Parce que j'imagine que tout le monde se bat dessus. Toi par exemple, je dis n'importe quoi, Leclerc. Parce que moi je pense que chez moi il y a un drive, justement un rond-point, un peu comme dont tu parles. Et je sais pas, je serais Leclerc, je me dirais mais moi je veux le terrain. Tu vois, je veux pas payer un loyer, je veux pas construire un truc à un gars que dans 40 ans je vais le perdre. Comment tu fais toi pour réussir à avoir ce terrain ? En fait, d'une part, c'est du repérage de terrain. Alors tu me diras là aussi, toutes les enseignes ont des expansionnistes, etc. Mais maintenant en fait, c'est les enseignes, même si elles ont des expansionnistes, c'est par exemple quand tu prends un terrain de, tu vois, si je prends mon plus grand terrain, il doit faire 88 m². Combien, 80 000 ? 80 000, en fait, c'est toute la superficie du terrain. D'accord. Tu vois, lui, il fait 88 m². Ça fait beaucoup de mètres carrés. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Tu vois, non, mais c'est. Alors, je suis désolé pour l'hélicoptère. C'est l'hélicoptère qui passe.
voilà, et en fait là-dessus, c'est que quand tu as par exemple KFC qui cherche en fait un emplacement, en fait eux ils cherchent 2000-2500 mètres carrés. Quand tu as par exemple, tu vois, c'est Lidl ou Aldi en fait cherchent un emplacement, ils cherchent entre 5000 et 7000. Oui. Donc en fait c'est parfois une problématique, ça peut être la taille des parcelles. Donc en fait c'est certain, tout le monde, alors Leclerc en fait eux ils savent faire, tu vois, c'est de manière générale. Ils sont malins. Ouais, alors c'est pas que les autres ne soient pas malins, mais Ouais. en fait c'est Leclerc, c'est une somme d'entrepreneurs, donc à un moment ils comprennent qu'il y a du business dans l'immobilier commercial. Alors c'est pas que les autres ne le comprennent pas, mais les autres en fait ils sont très focus, tu vois, Oui, c'est Lidl, tu vois, c'est un moment, c'est pas, tu vois, c'est pas des, en fait ils font pas des zones commerciales, quoi, Ouais. tu vois, c'est Lidl, ils font des Lidl, quoi. Voilà. Ouais. Donc là-dessus tu as, donc ça peut être des problématiques de terrain. Après, par exemple, tu as des terrains qui sont, en fait qui sont connus. Mais tu peux avoir des problématiques. C'est souvent la métropole. Toi, c'est la métropole d'une ville. En fait, elle est propriétaire de presque tout le terrain et il y a des espèces de petites parcelles enclavées. Et par exemple, toujours dans les petites anecdotes, toujours dans un truc comme ça où j'avais racheté une métropole. En fait, tu avais des gens du voyage. Toi, tu avais des gens du voyage qui étaient par hasard propriétaires d'une parcelle de 500 mètres carrés au-dessus, tu vois, dans un ensemble de plusieurs hectares. Et bien au milieu. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas faire sans leur parcelle. Ouais. Et le truc, c'est que ces gens-là, alors toujours, je les ai rencontrés. Alors après, je dirais pas toujours du bien des gens du voyage, mais C'est eux, passé moyennement apparemment. Attends, non. eux étaient super. Ok. Alors après, toi, c'est eux, ils étaient vraiment, ils étaient super. Alors déjà, toi, grâce à eux, j'ai pu faire vraiment un bon business, parce que, en fait, dans la ville en question, toi, ils étaient souvent, tu vois, c'était souvent dans, comment dirais-je, toi, dans le journal local, quoi, parce que, en fait, ils étaient entre gens du voyage, sédentarisés et pas loin du grand banditisme. Ah oui, c'est un joli petit mix. Ouais, voilà, tu vois, mais quand tu les voyais comme ça, vu que l'idée c'était de leur acheter leurs parcelles et puis de les reloger ailleurs, hein, on va dire que moi, ils me voyaient un peu comme. Ils étaient contents, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, ils étaient Ouais. contents, quoi, parce qu'ils ont compris qu'ils allaient gagner de l'argent, Ouais. qu'ils allaient avoir plus grand. De l'argent légal. Ouais, c'est de l'argent légal. En fait, c'est dans le. Tu vois, c'est ça, c'est globalement pour leurs 500 mètres carrés. En fait, c'est contre leurs 500 mètres carrés. C'est si ma mémoire est bonne. Tu vois, ils ont dû récupérer 3, 4, 5 000 mètres carrés. Ah oui, le deal était bon. Et puis, Ouais. comme il y avait 3 familles qui étaient sur les 500 mètres carrés, là, en fait, le truc s'est terminé. En fait, c'est à chacun d'entre eux, il a fallu que je construise une espèce de petit chalet. Tu vois, c'est D'accord. un petit chalet en bois. Donc, tu vois, c'est vraiment. Toi, t'es le roi de la négoce, toi. Ouais, écoute, après, t'es obligé. Bon, après, eux étaient pas mauvais non plus, quoi. Hein, Ok. donc, Laurent, mon pélo, hein, installe-toi là. Tu vas me faire un chalet ici pour mon fils. Tu vas me faire un chalet. regarde, on vient de recevoir. ouais, c'est ça. Non, c'était. Mais par contre, toi, vraiment, parce que j'ai souvent été squatté par d'autres gens du voyage. Hein. Donc vraiment, passait moins bien. Ouais, ça se passait beaucoup En fait, moins ils sont bien. installés sur ton terrain. Ouais, c'est ça. Ils s'installaient sur mon terrain et ça a toujours été l'enfer. Toi, c'est vraiment l'enfer. Mais eux, pour la peine, toi, c'est ça. Ils ont toujours été vraiment. Bah, je pense que je sais pas, c'est parce qu'ils étaient sédentarisés ou c'est parce qu'ils faisaient partie du grand Ils avaient le banditisme. sens du bise. Et ils étaient, ouais, c'est ça, c'était une autre forme de daron du bise, quoi, tu vois, et là, en fait, avec ces gens-là, en fait, la collectivité ne voulait pas les voir. En fait, ils avaient peur d'eux. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, c'est souvent ça. Et comme ils avaient peur d'eux, en fait, et puis t'as plein de gens en fait qui, toi, moi je me suis dit, ok, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais aller les voir. Toi, c'est au pire, je me prends un coup de couteau. Après, c'était pas forcément ce que je souhaitais prioritairement. Et en fait, ils ont été super accueillants, super sympas, super smart parce que toujours c'est les 3 familles qui vivaient dessus. En fait, je crois que le grand-père, il y avait un peu moins de 50 héritiers. Donc en fait, ils m'ont vraiment filé un coup de main à faire signer tout le monde pour que je puisse devenir propriétaire du truc. Énorme. Et donc voilà. Ouais. Donc, Incroyable. Ouais. Incroyable anecdote. Mais tu sais, on a souvent une très mauvaise image des gens du voyage. Parce que moi, j'ai grandi collé ma maison à un camp de voyage. Et c'est toujours une minorité qui est totalement insupportable, qui tu dis, tu peux pas les déloger, ils vont pas respecter. Mais souvent, si tu y vas et tu leur parles, parce que les gens ont peur de leur parler. Donc en fait, ils s'installent et personne ne leur dit rien. Donc du coup, les gars, ils restent. Ouais, alors après, pour la peine, tu vois, je vois à Metz, tu vois, justement, tu vois, comme tout à l'heure, on est parti, en fait, c'est parti de la diversification où je racontais en fait d'autres choses, où je parlais de bail à construction. À Metz, tu vois, j'ai créé donc la plus grande zone de loisirs indoor de France, donc ça fait un petit peu moins de 30 000 mètres carrés. La plus grande zone de loisirs indoor. Ouais, exactement. Okay. Toi, c'est où tu retrouves tout, vraiment tout. Tu là-dedans, tu dépenses 500 €, quoi. Ou plus si tu as envie. Il y a de quoi faire. Toi, c'est ça. Mais par contre,
laser game, foot, tout ça. Ouais, c'est ça, laser game, foot, tu vois, c'est de la réalité virtuelle, salle de fitness, c'est de la restauration, salle d'escalade. Moi, toi, ça t'as vraiment, tu trouves, toi, c'est indoor. Vraiment, indoor. Voilà. Donc, et puis comme c'est à Metz, en fait, c'est plutôt pratique parce que tu vois, c'est en été comme en hiver. En été, j'ai à l'intérieur des cellules, c'est climatisé. En hiver, tu vois, c'est ça, c'est abrité. Donc, toi, c'est bien. C'est un truc. Ça tourne toute l'année. Ouais, ça tourne toute l'année. Alors bien évidemment, je vais pas te dire qu'en juillet-août, moi. Alors là aussi, moi je suis juste propriétaire des murs, donc mais je pense pas que juillet-août, ça soit les mois où il y a le plus d'attractivité. Et encore, tu vois, c'est à Metz, ces derniers temps, il y a quand même plus souvent en juillet-août, quoi. Donc voilà. Et là, je vois par exemple sur cette zone-là, surtout dans la période travaux. En fait, j'ai été énormément squatté par les gens du voyage et pour la peine, non mais ça c'est vraiment une catastrophe. Ouais. Le pouvoir, alors tu vois, le soutien, alors autant je dirais par exemple c'est la mairie, en fait c'est ça, la mairie en fait a toujours essayé d'être au rendez-vous et tu t'aperçois que l'État, c'est en fait les élus locaux en fait essayent d'être là mais ils n'ont pas beaucoup de pouvoir et par contre là pour la peine tu es complètement délaissé par l'État, c'est c'est leur rôle. Ouais, c'est ça, c'est le préfet. Ouais. En fait, en réalité, c'est le préfet limite bloque. Toi, ça, c'est bloque en fait les élus, moi, les maires, etc. Oui. Et les préfets ne font plutôt pas grand chose. Oui, ils veulent pas de problème. Ouais, c'est ça, tranquille. Au pays des droits de l'autre. Ouais, c'est ça, exactement. Et là, pour la peine, non mais on te détériore tout. Non mais c'est un truc de malade. D'ailleurs, toi, je vois, c'est sur un site aussi à Reims. Justement, j'avais pas prévenu en fait cette fameuse famille parce que eux justement, toi c'est une famille de Reims dont je parlais tout à l'heure et en fait finalement on a laissé les gens du voyage toi s'installer un tout petit peu et ils ont ruiné en fait tout un restaurant. Le temps en fait ça il avait fermé en fait du passage d'un franchisé à un autre et en fait ils ont tout retourné quoi. Et toi après t'as rien. Ça c'est vraiment relou. D'ailleurs, on en reparlera du choix de vivre en France, de France et de Maurice, etc. J'avais juste une question avant de te poser des questions sur Maurice, où tu nous disais que ta peur de la mort, finalement, t'avait amené à investir sérieusement dans l'immobilier et de créer ton empire. Comment tu vois la transmission auprès de tes enfants? Est-ce que tu les éduques à reprendre le flambeau? Est-ce que tu es confiant dans leur capacité de gérer ce portefeuille lorsque tu disparaîtras à l'âge de 127 ans? Voilà, quel est ton plan? Alors, en fait, je dirais que j'ai, je sais pas par où commencer, mais c'est en fait j'ai plus ou moins, c'est plus ou moins un plan effectivement. Aujourd'hui, je suis dans une logique où je me dis j'aimerais bien en fait continuer à faire un peu croître mes activités immobilières. Alors quand je dis aujourd'hui, c'est plutôt dans 3 ans, c'est de reprendre en fait la croissance de mes activités immobilières. C'est aujourd'hui, je continue d'autres activités immobilières et différemment, et on pourra en reparler. Mais là, l'idée c'est de se dire, en fait, d'ici, quand j'ai 3 ans, 4 ans, en 2029, en fait, j'aurai terminé en fait un certain nombre de remboursements. Commencer, en fait, ma stratégie, c'est de vouloir en fait m'internationaliser plus que je ne le suis aujourd'hui, puisque aujourd'hui, en fait, je suis quasi que en France, quoi, au niveau immobilier. Est-ce que tu comptes investir à l'île Maurice ? Alors ouais, bien sûr, tu vois, c'est ça, et là aussi on pourra en reparler. C'est où on peut même en parler tout de suite. Oui, en fait, c'est l'île Maurice. C'est rigolo parce que quand je suis arrivé à l'île Maurice, puisque ça fait 11 ans en fait que je vis ici, quoi. 11 ans. Ouais, 11 ans. Ouais. Okay. Quand je suis arrivé à l'île Maurice, je me suis dit, c'est quand même loin de tout. En même temps, c'est la population mauricienne est moins active en termes de fécondité que dans d'autres pays. Et donc, je voyais, j'avais un petit peu un doute en me disant, c'est loin de tout. En fait, aujourd'hui, quand on voit la forme d'insécurité mondiale qui peut exister, en fait, je me dis, est-ce que le fait d'être loin, finalement, est-ce que c'est pas un atout ? On a tous la réponse. En tout cas, parce que là aussi, c'est par exemple le choix de venir vivre à l'île Maurice. Pour moi, c'était effectivement un choix familial. C'était, c'est me retrouver de tranquillité, de tranquillité, me retrouver bien justement avec ma femme, avec nos enfants. Alors là, maintenant, on a notre fils aîné en fait qui fait ses études. Donc lui, il est en Suisse, quoi. D'ailleurs, pareil, c'est vrai qu'il n'a pas été spécialement motivé
motivé, même s'il avait fait quand même, en fait, il a passé son bac à Paris, mais dans une très bonne école. Mais maintenant, pareil, c'est même pour lui, il commençait à sentir un petit peu tout ce qui était insécurité, etc. Plus tendu, ouais. Et en fait, c'est sûr qu'il se sent plus à l'aise. Il se sent plus à l'aise en Suisse à faire ses études. Donc voilà. Donc ok. ça, c'est... Alors, excuse-moi, c'est vrai que je t'ai emmené sur Maurice, mais comme ça, tu peux finir aussi ton développement sur la suite de tes héritiers, etc. Qu'est-ce que tu as prévu et tout comment tu te sens avec ça? Donc voilà, donc c'est en fait en gros là il y a une espèce de période de pause avec le développement d'autres projets. 2029 en fait c'est se remettre au travail. Alors en fait c'est pas que j'ai prévu de rien faire d'ici là, mais et là-dessus c'est commencer à internationaliser mon groupe. Et une fois en fait que je m'internationalise, en fait c'est mon objectif, c'est quoi? C'est d'essayer de créer en fait un trust. Et donc le concept du trust, je pense que je sais pas si c'est connu, mais maintenant en fait en gros c'est vraiment essayer d'apporter le plus de protection et la meilleure succession possible en fait à mes enfants. Et donc là-dessus maintenant il faut avoir, je pense, être encore un petit peu plus gros que je ne le suis aujourd'hui. Alors je parle pas que physiquement, hein, mais c'est aussi financièrement. Et donc là-dessus donc c'est créer en fait ce trust et là-dessus justement en se disant c'est des choses où ça leur donne plus de sécurité. En fait le propre du trust c'est qu'on sépare l'usufruit de la nue propriété. Oui. Et finalement en fait en gros la nue propriété n'appartient plus vraiment en fait à mes enfants. Donc déjà toute la succession est largement amoindrie parce qu'en fait la succession en fait se fait exclusivement sur l'usufruit et donc voilà grâce à ça c'est quelque chose de plus vertueux pour eux. Oui, parce que si tes biens sont en France, tu vas payer la succession en France alors que même que tu es résident fiscal à l'étranger. Pour l'instant oui. C'est comme ça. Voilà. Et après par contre voilà après toi la vie c'est la vie évolue, etc. Toi c'est oui dans 80 ans on a le temps quand non, c'est clair. mais voilà, mais en fait aujourd'hui tu vois c'est ça, c'est le plan en fait en tout cas c'est vraiment de tendre vers le trust et c'est justement c'est de donner après une dimension plus internationale en fait à mon groupe. Et au-delà de l'aspect juridique et de ta vision stratégique, est-ce que tu inculques à tes enfants une certaine façon de penser? Est-ce que tu les pousses vers la voie de l'entrepreneuriat, de la dépendance, de l'investissement ou pas encore? Alors je dirais que aujourd'hui ou plutôt hier, là, je discute avec mon fils qui est en Suisse, c'est que souvent j'ai l'impression de toujours avoir tout fait plutôt pour qu'il soit le plus libre possible de ses choix. En fait, c'est, je me suis dit le fait de, toi, c'est alors toujours on peut mieux réussir, mais le fait de pas avoir trop de problématiques, je me suis dit si en fait à un moment il a envie d'être acteur ou je ne sais quoi, ou c'est pas forcément les métiers les plus lucratifs de la terre, en fait c'est quelque part il a peut-être les moyens de le faire. Et puis pas plus tard qu'hier, en fait il m'explique qu'il y avait une major en fait dans son école en fait qui était real estate donc l'immobilier et que ça l'intéressait bien de choisir cette major donc je m'aperçois que les chiens ne font pas les chats. Ouais c'est ça exactement donc voilà donc toi j'ai vu je vois en fait j'ai pas essayé de le pousser là-dedans. C'est les seules fois où il m'a dit en fait que l'immobilier l'intéressait. Alors là, je prends mon fils aîné parce qu'après les deux petits, après Victoria et Jonas en fait sont plus petits, quoi. Donc mon fils aîné va avoir 20 ans le mois prochain. Victoria a eu 10 ans hier et Jonas a 8 ans et demi, quoi. Donc là, tu vois, et quand je prends le grand, aujourd'hui, tu vois, je m'aperçois que finalement que effectivement l'immobilier c'est vraiment un truc, toi, c'est qui l'intéresse de plus en plus, quoi. Est-ce que tu penses que tes enfants, les 3 enfants, seront entrepreneurs? C'est toujours la question. C'est un débat qu'on a ensemble. Ouais. Écoute, comme ça, moi, mon intuition, c'est Victoria. Toi, donc ma fille, en fait, je la verrais plutôt, toi, dans une profession, dans mes types. Alors, je sais pas si on appelle ça un entrepreneur, mais c'est quand même une forme d'entrepreneuriat. Mais toi, je la verrais bien vétérinaire ou médecin. Toi, c'est une profession libérale. Là. Oui. C'est entrepreneur. Ouais, c'est ça, c'est entrepreneur. Mon fils aîné s'appelle Max Elliott. Max Elliott, en fait, lui, je le vois bien devenir entrepreneur. Je l'imagine bien, en fait, avec peut-être démarrer à travers un parcours salarié. C'est parce que quand on discutait hier, par exemple, de toute la partie immobilière, je lui ai dit, écoute, tu sais, en fait, la partie immobilière, tu as quand même ton père qui maîtrise un peu. Ouais. Donc, est-ce qu'il faut que tu ailles l'apprendre à l'école ou voilà. Dans la vraie vie. Et sans parler que toi ça c'est et donc là-dessus donc lui me
me disait, en fait, dans les autres majors, en fait, qui proposaient, c'était tout ce qui est M&A, tu vois, c'est donc tout ce qui est capital investissement, tu vois, c'est toute ma fusion-acquisition, voilà. Et tout ce qui est fusion-acquisition, je lui dis ça pour la peine, toi, moi, je sais pas trop faire. Donc, alors après, l'idée, c'est pas que ce soit un prolongement de moi, mais je me dis, en tout cas, c'est lui transmettre ce que je sais, ça, c'est vraiment pas un problème. Mais par contre, je me dis, ce qui serait peut-être mieux, c'est de savoir faire ce que son père ne sait pas faire, parce que comme ça, il aura vraiment un enseignement de qualité là-dessus. Et sans parler que l'immobilier, en fait, c'est d'un côté, plusieurs fois, il m'avait dit, je permets de revenir un petit peu en arrière, c'est d'un côté, comme je disais, je ne l'ai pas trop éduqué à l'immobilier, mais plusieurs fois, quand il était plus jeune, il me disait que l'immobilier l'intéressait. Et quand il m'a dit ça, en fait, après, il est venu plusieurs fois à me dire qu'il fallait qu'il fasse des stages. Et là où ses copains d'école, tu vois, ils étaient, je me rappelle, il y en avait un qui était chez Rothschild, un autre chez L'Oréal. Et donc, premier stage, alors toi, c'était le stage de 3e de découverte, donc pendant une semaine, il a fait de la petite démolition. C'est moins marrant que d'aller chez Rothschild. Voilà, exactement. Toi, c'est après, toi, il devait faire un 2e stage, donc là-dessus, en fait, il a été faire de la plomberie. Là, c'est plomberie chauffagiste. Et 3e stage, en fait, donc là d'ailleurs, c'était pas un stage, c'était un petit job qu'il a eu. Et là, c'était dans une société dans laquelle justement j'avais aussi une participation, qui fait des travaux. Et en fait, là-dessus, donc il a commencé à faire un peu de plâtrerie parce que pareil, c'est de se dire, non mais j'ai envie de faire de l'immobilier et être président d'un groupe immobilier. En fait, à un moment, je pense faire du placo. C'est ça. C'est qu'en fait, à un moment, toi, c'est le placo, la plomberie. En fait, c'est quelque part, c'est finalement, tu vis en équipe avec d'autres personnes. C'est très sain. C'est ça, c'est hyper sain. Et pour moi, c'est des super valeurs. Et puis d'ailleurs, tu sais, quand je suis sur un chantier, toi, c'est alors, avec l'expérience, j'essaye de trouver d'autres tâches, mais souvent, j'aime bien me mettre à côté des ouvriers, genre, non, mais passer un coup de balai. Alors, j'espère que ma femme ne va pas voir l'émission parce qu'elle aimerait bien que je repasse plus souvent à la maison. Mais j'ai passé un coup de balai. Et par contre, je peux vous dire, je me rappelle une fois où j'étais, toi, c'est dans un local à moi, je pense que ça devait faire 2000 mètres carrés. Et c'est 2000 mètres carrés. Quand tu vois les ouvriers travailler, en fait, toujours ça a l'air grand, mais pas si grand que ça. Tu vois, et puis surtout que c'était dans un bâtiment justement qui faisait lui 15 000 mètres carrés, donc toi tu as l'impression que c'est une cellule moyenne, quoi. Et j'ai commencé avec mon balai dans les 2000 mètres carrés, je me suis dit avec les employés, non mais je peux quand même pas arrêter, toi, c'est à côté, en montrant, toi, en disant voilà, non mais en passant pour un mec paresseux. Et non mais là j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je suis ça c'est voilà. Et t'as balayé les 2000 mètres carrés? J'ai balayé 2000 mètres carrés, mais tu vois, c'est quand dans la souffrance. j'ai encore c'est ça, dans la souffrance, j'ai encore mal aux mains, mal au dos. Mais par contre, mes plaisanteries mises à part, en fait c'est important, quoi, parce que tu comprends vraiment la valeur du travail. Tu vois, en fait c'est partout où je passe, partout où j'ai des chantiers, je pense qu'il y a aucune personne avec qui j'ai travaillé, en fait, qui aura pas le sentiment, en fait, que le maître d'ouvrage que je suis n'est pas une personne qui respecte, en fait, qui respecte les gens qui travaillent sur le chantier. Et pour moi, ça a toujours été un truc important. Donc j'avais 2 questions pour toi. La première, c'est l'île Maurice, tu as amorcé la raison du pourquoi, qui était en partie la sécurité, vivre en famille, etc. Est-ce que c'était pas incompatible avec le fait d'être un investisseur immobilier très actif en France? Et là, alors toujours, c'est la question que tu viens de me poser est hyper vaste. Et tu peux choisir l'angle que tu veux, l'angle d'attaque, ton choix. Toi, c'est si on démarre, parce que pour moi, toi, c'est ça, je dirais que tu as le pourquoi, l'île Maurice, c'était quoi le projet. Et en fait, le truc, c'est que le projet, il a un petit peu changé entre le début et aujourd'hui. En fait, c'était le projet avec Maud, donc ma femme. C'est globalement, je nous décrirais comme un couple hyper épanoui. Et en fait, effectivement, on s'interrogeait en se disant, est-ce que vraiment la France, alors même si que ça soit Maud, moi, en fait, on adore la France, mais est-ce qu'en fait, elle nous offre en fait le cadre qui nous convient le mieux pour faire, c'est pour nous épanouir nous et épanouir nos enfants et les faire grandir, etc. Et en fait, la réponse, c'était non. En fait, on aime la France. Ça, c'est clair. Tu vois, c'est vraiment très attaché. Et puis en plus, moi, je suis un hyper chauvin de ma ville. Tu vois, genre parler de la ville de Metz, c'est magnifique. Voilà, c'est hyper attaché à la France, hyper attaché à Metz.
Et en fait, par contre, c'est notre projet, on est arrivé à se dire non, mais c'est quand même pas possible, c'est de pas pouvoir, parce qu'à l'époque on vivait à Paris, c'est de se dire tu peux pas te promener sur les Champs-Élysées sans avoir un sentiment d'insécurité, etc. Et donc C'était en quelle année ça? alors, c'était il y a 11 ans, donc là on Ouais, est en donc, 2025, donc c'était donc 2014. déjà en 2014, tu, te dis, Ouais. tu sentais Ouais, c'était même, tu vois, c'est même 2013, tu vois, c'est ça, c'était en 2013, on était déjà en train de se poser la question de bouger, le comment bouger, etc. Et donc voilà, donc à un moment, donc on a eu en fait là-dessus, on a voulu avancer, donc on était en train de réfléchir à quels étaient les pays dans lesquels on avait envie de bouger. Et ce qui est marrant, c'est que on est parti en fait déjà c'était de se dire déjà dans quel pays on n'a pas envie d'aller. C'est comment on arrive à l'île Maurice, parce que Maud, en fait, avant d'arriver ici, moi j'avais été une fois à l'île Maurice vite fait, et Maud en fait n'avait encore jamais mis les pieds en fait à l'île Maurice. Et donc là, mais on avait commencé par éliminer tous les pays en fait où on n'avait pas envie d'aller. Donc voilà. Après, moi j'avoue que le soleil, je trouvais que c'était quand même plus sympa de vivre au soleil. Après, tu avais toute la dimension décalage horaire, parce qu'en fait, alors aujourd'hui, j'ai moins d'équipes en France, mais à l'époque, j'avais quand même aussi, parce que en plus de l'immobilier, j'ai souvent eu d'autres activités en parallèle. Hein. Et donc à l'époque, tu vois, j'avais aussi toutes mes équipes en fait qui étaient en France, donc c'était resté tout le temps joignable pour eux, etc. Et là-dessus, donc toi, décalage horaire, donc c'était un truc important. Le soleil, je trouvais ça sympa. Et alors, tu avais un truc qui matchait pas trop avec le décalage horaire, mais qui faisait rêver ma femme, c'était le Canada. Ah oui. Canada, il faut dire qu'elle est originaire du Nord, hein. Donc c'est ça, c'est déjà presque le Canada à la française, quoi. donc voilà. Et puis finalement, j'ai réussi à la convaincre en disant écoute, non mais essayons en fait l'île Maurice. Si ça te plaît pas, on repart, quoi. Ouais, on repart et puis voilà. Et puis essayer, c'est l'adopter. Donc on est venu à l'île Maurice, on s'est, c'est énormément plu à l'île Maurice. En fait, les gens sont très sympas. Toi, tu te sens en hyper sécurité. Toi, là, j'ai ma maison. Non, mais juste pour donner, en fait, c'est un exemple. Non, mais j'ai ma maison en fait qui est au bord de mer. Hier, en fait, on est parti. Toi, c'est comme c'était l'anniversaire de ma fille. En fait, on a pas mal bougé dans la journée, etc. Il fallait refaire son passeport parce que là aussi, truc super sympa. Elle fait son voyage scolaire, sa classe verte. Elle part à l'île de la Réunion, donc il fallait refaire son passeport pour que voilà. Et en fait, j'avais laissé ces 2 fenêtres ouvertes dans la maison. Et bien évidemment, tu vois, c'est ça, tout est en place, aucun problème. Oui. Donc c'est vraiment, toi, c'est un vrai sentiment, toi, c'est un vrai sentiment de sécurité en fait à l'île Maurice. Et puis après aussi, moi je trouve que tu rencontres des gens passionnants d'ailleurs. Non mais c'est justement. C'est la preuve, cette émission. Ouais, c'est ça. Et puis moi, ça a toujours été un plaisir. Toi, c'est justement de rencontrer justement tout le petit cercle en fait. C'est de personnes en fait autour de la tech, d'autant plus que moi, tech. Toi, c'est ça, c'est web influenceur, infopreneur. Voilà, il y a des talents, Maurice. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a de plus en plus. Hein. Ouais, il y a pas mal de talents. Et puis voilà. Et puis je dirais que j'ai appris plein de choses. Par exemple, toi, c'est là aussi moi qui ai été vachement dans mon business de l'immobilier que j'aime, mais je me rappelle par exemple, j'avais un pote. Alors donc lui, il a bougé, il a quitté Maurice, même s'il aimait beaucoup. En fait, c'est ça, c'était pour aller. Moi, toi, il est parti vivre à Dubaï. Alors je crois que c'était pour être loin de sa belle famille qui est venue aussi avec Maurice. Donc c'est encore un autre débat. Hein, je ne vais pas donner de nom, mais par contre, en fait, on avait pris en fait, c'est lui qui m'avait proposé de faire un bureau de potes. Et donc j'ai pris un bureau avec lui et lui en fait il était pas mal dans tout ce qui était page Facebook, etc. Facebook, Instagram. Et avec toutes les pages Facebook qu'il avait, en fait, il comptabilisait à peu près 20 millions. 20 millions en fait de followers. Okay. Et avoir en fait tous les petits compteurs tournés toute la journée, et je me suis dit ça c'est incroyable parce que toi c'est là où les gens sont capables de mettre des millions pour acheter un fonds de commerce dans une boutique sur les Champs-Élysées.
bah, en fait, est-ce que les Champs-Élysées, c'est pas en train de devenir autre chose? Et puis de là, justement, bah, tu vois, j'ai rencontré plus de personnes tech. Après, bah, justement, quand je prends mes projets actuels dans tout ce qui est, tu vois, c'est blockchain, tu vois, c'est immobilier et blockchain, bah, très clairement, bah, c'est Alex, toi, qui m'a vraiment orienté là-dedans. Tu vois, c'était des longues discussions Oui, c'est vrai. qu'on a pu avoir ensemble. Et donc, je rêvais même de m'associer avec Alex, mais j'ai pas réussi à le convaincre. Ah oui, c'est vrai, tu m'en C'est avais vrai, parlé. c'est vrai, Oui. c'est vrai, t'as essayé. Et en fait, j'étais très flatté. Et je te remercie pour ta confiance. Et en fait, c'est arrivé à une période de ma vie où c'était absolument pas possible parce que moi, je me séparais de mes business, mes projets. J'étais vraiment au fond, tu vois. Et il fallait que je redémarre ce que moi j'avais fait auparavant. Et donc, j'avais pas envie d'avoir un partenariat en étant que l'ombre de moi-même, d'une part, et de pas avoir su redresser, d'autre part, mon propre business. Et je trouve que, tu vois, c'est pas honnête vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de toi-même. Et c'est pour ça que j'ai décliné la confiance que tu m'as accordée là-dessus. Et Non, mais après, voilà. c'était pas un règlement de compte, hein, mais au Non, contraire. mais comme ça, au moins, tu vois, voilà. je le dis en passant, et parce que je suis très touché de la confiance que tu m'accordes et au regard de ton parcours, de la personne que tu es, que je respecte énormément, j'en suis ultra flatté. Bon, maintenant, si tu veux lancer un truc Podspace, ça m'aurait pas plus chaud. Oui, c'est vrai que tu avais tendu plusieurs perches. Oui. Ouais. Il m'en a tendu, maintenant c'est moi qui tends, et puis on verra. Ça se renifle. Ouais, non, mais vraiment, et je dirais que c'est vraiment, bah, c'est grâce à Alex en fait que je me suis lancé là-dedans, que je me suis passionné pour tout ce qui était crypto, blockchain. Donc aujourd'hui, tu as une société qui s'appelle CryptoStone. C'est ça. Est-ce que tu peux nous pitcher ta startup, s'il te plaît, Laurent? Ouais, bah écoute, en fait, en réalité, c'est le partage de ma passion. Voilà, moi, c'était tout à l'heure, on discutait un petit peu d'essayer de faire adhérer justement les gens à la passion de l'immobilier, quoi, parce que comme je le disais, tu vois, c'est souvent, alors même si avec Maud gère mon épouse, quoi, tu vois, c'est globalement, je lui parle d'immobilier, mais à un moment, toi, c'est forcément, moi, elle aime bien, mais elle n'est pas passionnée. Et c'est si on commence à faire un repas chez des amis et en fait, je commence à parler d'immobilier, je sais que facilement je pourrais saouler tout le monde, donc je suis tout le temps en fait le pied sur le frein, j'essaie de pas trop en parler. Dès que je commence par parler d'immobilier, Quand je le ferai en même temps, ouais, c'est ça, je me dis attends Laurent là t'es en train de faire une connerie. et donc toi c'est ça, tu vas saouler tout le monde, et puis en plus c'est comme là, tu vois, c'est à un moment c'est du coup là vous pensez qu'on va peut-être passer toi c'est x dizaines de minutes ensemble, mais là vous êtes partis pour plusieurs heures, quoi. Tu vois, c'est là j'ai deux victimes consentantes, quoi. Tu vois, c'est fini pour vous. Et donc en fait l'idée de CryptoStone, c'est quoi? C'est rendre l'immobilier accessible à tous. C'est de se dire voilà, en fait aujourd'hui en fait l'immobilier est de plus en plus cher. En même temps, les taux, même s'ils ont un tout petit peu baissé, en fait ils restent relativement élevés. Et puis en fait les banques ont temporairement en tout cas de moins en moins de liquidités, donc c'est de plus en plus complexe de faire un prêt. Je sais que par exemple la principale banque avec laquelle je travaille, quand je discute avec l'ancien, il vient de changer au 31 décembre, donc jusqu'au 31 décembre c'était encore le directeur de l'immobilier qui était en fait mon interlocuteur dans la banque en question. Et en fait il me racontait, en fait c'est la banque en question a décidé en fait de diviser par 4 le financement. Ah oui, ça fait beaucoup. C'est pas rien, ouais, c'est colossal, c'est vraiment colossal. Donc et pour quelle raison? Ouais, en fait, tu as une forme de crise des liquidités. Okay. En fait, aujourd'hui, tu vois, ça, c'est en fait aujourd'hui, ça, c'est toutes les banques. En fait, c'est ça, c'est tu vois, parce qu'avec toutes les critères, en fait, entre guillemets, alors, tu vois, je suis pas un expert sur tout ce qui est bancaire, mais je crois que ça va être entre BAL 2, BAL 3. Tu vois, c'est combien tu as collecté, donc c'est oui, ce qu'ils peuvent réinvestir et tout. Donc là-dessus, voilà. Et en fait, en bout de course, c'est si t'as pas assez de collecte, finalement, on te laisse plus prêter de l'argent comme tu as envie. Comme on te laisse plus prêter de l'argent comme tu as envie, en fait, en bout de course, tu commences à être sérieusement limité. Donc là-dessus, en fait, c'est l'immobilier. Comme les taux sont élevés, en fait, il y a quasiment plus de transactions. Tu vois, quasiment plus. En tout cas, les transactions ont énormément baissé. Et même si tout le monde s'attend à des grosses baisses de l'immobilier, oui, tu as eu quelques baisses, etc. Mais maintenant, toi, ça reste quand même dans l'épaisseur du trait. Et c'est si tu raisonnes long terme, c'est psychonesque. Ouais, non, bien sûr,
moi, toi, genre, en France, tu as, alors là aussi, j'ai peur de dire une connerie sur le nombre de locaux, pas de locaux, de logements nécessaires, mais c'est de l'ordre de genre 800 000 logements nécessaires. Ouais, qui manqueraient, qui manquent en France. Ouais. Toi, voilà, alors toi, il faudrait regarder exactement, mais pour moi, c'est à peu près ça l'ordre de grandeur. C'est peut-être 700, 900, mais en tout cas, c'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Donc en fait, le marché de l'immobilier ne peut pas s'effondrer. Ça, il peut pas s'effondrer. Et en fait, par contre, l'immobilier, aujourd'hui, n'est plus accessible. En fait, en réalité, comme tu peux pas avoir de prêt, les taux sont élevés. Et donc, l'idée de CryptoStone, c'est quoi? C'est de se dire, voilà, en fait, c'est comme une forme d'achat, on pourrait dire participatif. En fait, on se met à plusieurs. Et clairement, en fait, l'idée, c'est qu'on crée une société. La société achète des biens immobiliers. Et en fait, tous ensemble, en fait, on achète ces biens immobiliers. Et donc là, pour moi, ça me permet justement de partager ma passion, d'apporter mon expertise. Parce que, comme je le disais, en fait, c'est jusqu'à 2029. Moi, c'est une période où j'attends en fait mon désendettement tranquille. Oui. Toi, c'est 2024. Je me suis gentiment désendetté. Toi, et donc j'ai plusieurs échéances. Ouais, c'est par étapes. Et en fait, là aujourd'hui, je me dis, j'ai beaucoup investi. Donc j'ai en fait et en fait un peu de temps de faire autre chose. Ouais, c'est ça. Et puis comme je sais que la suite de mon projet, c'est investir à l'étranger, donc j'ai besoin de sortir justement que mon groupe sorte plus de cash pour pouvoir commencer à investir à l'étranger. Et on va dire avant 2029-2030, en fait, j'aurais pas. Toi, ça sera pas encore le bon timing. Ouais. Et là, je me dis, je vais pas rester à rien faire. J'adore, faire de l'immobilier, ça me passionne. Donc, et là-dessus, pourquoi, toi, c'est même le fait d'investir à l'étranger. En fait, c'est pas pour devenir plus riche. Le fait d'investir à l'étranger, en fait, c'est pour mieux diversifier mon patrimoine. Oui. C'est pour être sûr de pas perdre ce que j'ai. Ouais. Tu vois, tu es inquiet sur la France? Bien sûr que je suis inquiet. Tu vois, non, mais c'est le climat, il est complexe. Non, mais on pensait avoir un Mozart de l'économie. On se retrouve. On a eu un joueur de flûte qui a sauvé l'économie française. Non, mais voilà. Qui a mis la Russie à genoux. Tu sais, quand on voit le nouveau, tu te demandes si tu regrettes pas l'ancien. Oui. Ah non, mais non, mais voilà. Donc à un moment, en fait, c'est ça. En fait, c'est hyper angoissant. C'est vraiment, toi, c'est très angoissant. Tu sais pas jusqu'où ça va aller. Ouais. Et puis en fait, on n'est pas, par exemple, c'est les États-Unis. Effectivement, tu as beaucoup de dettes. Si on rapporte la dette par rapport au PIB, en fait, le seul truc, c'est que les États-Unis, en fait, avec leur économie dollar, en fait, c'est quelque part, ils ont quand même la capacité de l'imprimer. Alors toujours, pour moi qui suis assez cryptophile, je vais pas dire qu'imprimer des dollars, c'est vachement bien, parce que ça, c'est un peu l'antithèse justement du Bitcoin. Mais par contre, tu vois, ça, en tout cas, c'est un système économique qui fonctionne. En fait, c'est la France, à part avoir des dettes, à part justement, c'est de se dire, c'est qui naît en France démarre en fait avec une dette, versus j'étais en vacances en Norvège, tu vois, c'est l'été dernier. En fait, là, tu te dis, en fait, c'est qui naît, c'est qui naît là-bas, en fait, naît en fait avec un pécule de 200 ou 300 000 euros. Puis la France par rapport à d'autres pays, comme par exemple tu cites les États-Unis. Aux États-Unis, le droit de propriété, c'est quelque chose de très important pour la propriété privée. Bien sûr. La preuve, tu peux te faire shooter si tu rentres dans le jardin de ton voisin. Et c'est normal. Et c'est normal. En France, il y a souvent des histoires terribles où tu as des gens qui viennent squatter des maisons, ils changent de compteur et c'est légal. Au bout de 48 heures, il est chez lui. Ça, c'est pas légal, mais tu peux pas le sortir. Voilà, c'est ça. Faut que ça passe devant un juge. Ce sera dans 6 mois. Exactement. Et je regardais ce matin dans les annonces, donc là c'est la minute dépressive, il y a certains députés qui proposent des lois pour, par exemple, empêcher l'achat d'une résidence secondaire ou d'empêcher la revente de certains de tes biens si on considère que ça répond pas à l'agenda socialiste, communiste, écologiste du moment. Et donc les mecs sont sérieusement proposent, alors pour l'instant ça se fait retoquer, mais c'est un peu comme l'idée de on va prendre l'épargne des Français pour financer la dette. Au début c'est une énormité, et puis à force d'en parler tu finis avec 3 doses et un pass vaccinal. Non mais c'est vrai, et donc au début tu peux pas, résidence secondaire, bon on vous taxe un peu, vous êtes ok, bon on va vous empêcher, on va pas vous empêcher pour le moment, et puis après oui on vous empêche, c'est normal comme parce que vous êtes un peu des bâtards. Est-ce que ça aussi c'est un truc que tu penses inquiétant, ou pour toi c'est vraiment on arrive là au bout du délire en ce moment, il va y avoir un great reset et on va repartir en mode Trump Musk to the moon du business? Alors, tu vois,
toi, le Great Reset dont tu parles, alors ça, je sais pas qui va venir le faire. Tu vois, aujourd'hui, je vois pas le personnage politique. Il y a un candidat. Panorama, Mettez-nous en commentaire s'il y a quelqu'un de motivé Tu vois, pour le Great Reset français. Voilà, toi, effectivement, hein, toi, c'est. Parce que toujours, alors après je vais pas faire trop de politique, mais maintenant toi c'est Là, c'est du sociétal. Oui. parce que moi j'avais commencé, peu... non mais c'est, tu vois, j'avais commencé à parler, tu vois, je me disais, tu vois, c'est entre deux tendances politiques, en fait qui ont l'air opposées, en fait officiellement elles sont aux extrêmes, et en fait c'est quand tu regardes économiquement, en fait, ils sont tous socialistes. Hein. c'est ça, c'est dans les deux cas, en fait c'est des socialistes, même si tu as des gens qui veulent les qualifier d'autre chose, quoi. Donc en fait et puis d'ailleurs même le socialisme en France, il y en a quand même beaucoup. Tu vois, quand je dis beaucoup, c'est parce qu'en fait, il y a du socialisme qui est pas nommé. C'est en fait les gens parfois ils pensent qu'ils sont de droite, mais en fait ils ont oublié en fait. Alors après, j'ai fait des études d'économie, donc en fait, je m'appuie éventuellement que sur les thèses économiques. Tu vois, c'est ça, c'est le socialisme, Non mais de ce qu'est le socialisme, en fait, à un moment, en fait, on a perdu prise par rapport à ça. Mais maintenant, en tout cas, toi, ça, c'est à un moment le coup de pied dans la fourmilière. Je sais pas, tu vois, en fait, c'est d'un côté, je me dis, je sais même pas si un jour l'Europe va rappeler véritablement la France à l'ordre. Parce que je sais pas si l'Europe ça va vraiment mieux, parce que l'autre jour, je tombais sur un truc, je crois, qui avait été posté par Elon Musk. Lui, je l'aime bien, tu vois. Tu aimes bien lui. Et en fait, il montrait, par exemple, en Europe, qui étaient les pays contributeurs. Alors bien évidemment, donc le premier pays contributeur c'est l'Allemagne. Toi, au niveau de l'Europe, le deuxième c'est la France. Et en fait, à ma grande surprise, c'est-à-dire que en fait c'est quelque part ce que tu es des pays en fait, qui sont à limite pays en voie de développement et en fait qui soient pas des gros contributeurs. En tout cas, je peux comprendre la logique. Mais maintenant, par exemple, quand je voyais la Belgique, en fait, qui accueille le cœur des institutions européennes. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas un peu en France et qu'il n'y en a pas au Luxembourg, mais en fait d'ailleurs c'est la Belgique et le Luxembourg, en fait, qui, sauf erreur de ma part, moi d'ailleurs ça il n'y a pas d'erreur, non mais c'est au niveau de l'Europe, de l'Union européenne, c'est le plus gros PIB par habitant. Et ben en fait c'est le Luxembourg touche aussi de l'argent de la part de l'Europe. La Belgique en fait touche encore plus, et tu vois, et je me dis à minima, c'est de se dire en fait on accueille par exemple en Belgique, on accueille en Belgique en fait toutes les institutions européennes. En fait en réalité moi je suis désolé, c'est un minima, ça devrait être en Allemagne, il devrait y en avoir plus en France. Moi toi ça devrait être c'est apporté aux États qui apportent. Moi ça me semble le minimum, quoi. C'est vrai. Et c'est pas le cas. Mais ce qui est marrant, c'est de voir en fait la France finance le Luxembourg en partie. Oui, c'est ça. Toi, en fait, ça n'a aucun sens. Ouais, c'est ça, ça n'a aucun sens. Et puis toujours, comme tout à l'heure, je parlais en fait de chauvinisme avec, tu vois, justement avec ma ville de Metz, mais qui est à 50-60 bornes du Luxembourg. Et je sais que tu as toujours des projets, parce que en fait, alors là aussi, tu as beaucoup de gens originaires de Metz, originaires ou qui habitent Metz, qui vont travailler au Luxembourg. Et en fait, c'est l'infrastructure routière. Aujourd'hui, toi, c'est ça, il n'y a pas quelqu'un qui vient, qui tape du poing sur la table, etc., pour essayer de mettre d'accord la France et Luxembourg, parce que c'est une autoroute très accidentogène. Tu vois, et c'est une des autoroutes les plus fréquentées de France. Tu vois, et en fait, voilà, il faut faire des choses. Et je pense qu'à mon avis, c'est pas les Luxembourgeois les plus compliqués à convaincre, parce que je crois qu'après, il y a toutes les associations de c'est ça. Je voyais un truc. Apparemment, il y a beaucoup de camions. J'ai plus les chiffres, je crois que c'est 1000 ou 2000 ou même plus par jour. Ces camions allemands, en fait, ils vont du nord au sud de l'Allemagne. Et il y a un moment, il y a une sorte de taxe poids lourd, tu vois, parce que ça pollue, machin et tout. C'est 50 € le passage, tu vois. Et bien, ce que font les camions, ils passent la frontière allemande pour arriver en France, ils prennent l'autoroute française qui est quasi gratuite à cet endroit-là, et ils rentrent en Allemagne. Le niveau de bêtise qu'on arrive avec l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il y a un moment, tu te dis, mais à quoi ça sert ? Après, c'est pas que l'Union européenne, parce qu'en fait, je sais pas si tu te rappelles, en fait, en France, on devait instaurer une taxe poids lourd, et en fait, c'est quelque part la taxe poids lourd. Moi, je la trouvais entre guillemets plutôt juste, parce que c'est-à-dire que on est un pays, en fait, un pays de transit, tu vois. Et en fait, c'est-à-dire que tous les gens qui utilisaient les infrastructures françaises, en fait, payaient. Ouais. Et en fait, tous les portiques relatifs à la taxe poids lourd, tous, en tout cas, une grosse partie de l'investissement, il a été fait, et en fait, il a été abandonné. Et en fait, effectivement, toi, c'est. Mais en tout cas, moi,
pour répondre à ta question, je vois pas, tu vois, ça c'est, je vois pas comment on va faire pour redresser à court terme. C'est pour ça que tu comptes te diversifier dans la prochaine décennie à l'international et diversifier ton risque, c'est ça? C'est clairement ça. Ouais. Okay. En attendant, tu dégraisses le mammouth, entre guillemets, puisque là, tu as des dettes qui sont soldées bientôt. Oui. Et après, tu rattaques sur un plan plus vaste, quoi. Exactement. Quand on voit un gros investisseur comme toi qui a beaucoup de locaux, par exemple dans une ville, vu qu'on va encore vers de plus en plus au socialisme, on pourrait imaginer qu'à un moment ils disent ah mais attends, lui là il contrôle quand même pas mal de choses, attends, tu vas nous le donner en fait. Se faire démanteler. Ouais. Bon, je pense que le jour où des mecs comme Laurence font démanteler, c'est la fin de tout. C'est le début de la fin. Non, mais en tout cas, quand tu vois qu'on nous raconte qu'avec l'épargne des Français, il va falloir financer la transition là, écologique de l'Union européenne. Tu rentres dans le communisme. C'est en tout cas, oui, on va dire, le vrai. Tu vois, c'est par exemple, c'est au niveau local. Non mais tu vois, par exemple, pour moi, non mais j'ai souvent affaire avec des élus locaux. En fait, il n'y a pas de problème. Au contraire, tu vois, c'est-à-dire que, alors tout à l'heure aussi, tu me parlais de, tu vois, c'est comment je fais, par exemple, pour conjuguer en fait ma vie à l'île Maurice. Donc, en réalité, je fais souvent des allers-retours, quoi. C'est aussi simple que ça. Toi, c'est un dodo dans l'avion. Toi, c'est donc voilà. Et donc, en fait, je vois régulièrement, en fait, tu vois, c'est des élus locaux. Et en fait, c'est plutôt c'est des gens qui sont encore pleins d'espoir. Toi, c'est effectivement, toi, alors ils peuvent pas faire leur métier d'élus locaux à l'île Maurice, donc ça, c'est compliqué pour eux, donc ils y pensent pas. Ouais, c'est ça. Ils ont plein d'espoir, et alors je les connais pas tous, ils sont pas tous pareils, mais en tout cas, on va dire d'ailleurs les seuls, parce que je perds pas de temps, tu vois, c'est quand tu viens en mode éclair en France, et on va dire c'est ceux qui sont nuls, je les côtoie pas, mais par contre, en fait, c'est ça, il y en a qui sont vraiment très très bien. Ils sont attachés à leur territoire, ils ont envie de faire évoluer les choses, juste ils n'en ont pas le pouvoir. Tout à l'heure, toi tu parlais des squatteurs, moi je parlais des gens du voyage. C'est-à-dire qu'en fait, mon problème, c'est pas avec les élus locaux. Mon problème, en fait, c'est ça, c'est que en réalité, c'est des compétences de l'État. C'est trop centralisé et après, tu es dans une machine qui répond absent, quoi. C'est les élus locaux, tu vois, c'est ça, ils essayent de faire le maximum. En fait, ils passent des coups de téléphone au préfet, avec toi, ils sont derrière toi, sauf qu'ils n'ont pas de pouvoir. Ouais. Tu vois, et même quand ils ont du pouvoir, par exemple, toujours si je prends l'exemple de Metz, par exemple, c'est en fait en France, pour te mettre aux normes, en fait, tu dois faire des aires, des gens du voyage, et en fait, c'est calculé, etc. Toujours Metz s'est mis aux normes, et en fait les gens du voyage, en fait ce qu'ils font, par exemple pour plus être aux normes, en fait ils arrivent, ils cassent tout. Comme ça, en fait, c'est considéré comme plus aux normes. Donc, en fait, bien évidemment, le contribuable, tu vois, il doit continuer, tu vois, c'est de payer la rénovation d'installations qui sont déjà toutes neuves. Hein. Et comme ça, en fait, le préfet explique en fait au maire, en fait, qu'il n'est pas en phase avec ses obligations, sauf qu'il n'est pas en phase parce que, en fait, c'est quelque part, voilà, c'est en fait, tu as une prime à la délinquance. Que t'as pas à Maurice. En fait, c'est Maurice, c'est hyper intéressant. Alors après, moi ce que j'aime à Maurice, c'est de se dire, en fait, c'est les gens en fait qui viennent à Maurice, en fait, c'est des gens qui ont des choses à apporter. Oui, c'est trié à l'entrée. C'est clairement trié à l'entrée. Et en fait, c'est ça. En réalité, c'est sain, quoi. C'est sain. C'est en fait, à un moment, tu apportes une compétence. Non, mais t'es, j'en sais rien, moi, coiffeur, plombier. Alors d'ailleurs, ça, s'il y a des plombiers qui nous écoutent, non, mais je pense qu'il y a, non, mais il y a du business pour vous. Non, mais il y a du gros business parce qu'en fait, il y a encore plein de choses. Il y a plein de choses à apporter. C'est-à-dire qui, en fait, est capable de faire des choses de ses mains, par exemple. D'ailleurs, pas que de ses mains, mais maintenant, c'est en fait, aujourd'hui, dans les techniques de construction, parce que pour la peine, je fais pas de construction à Maurice, mais c'est des trucs, ça m'intéresse, je connais pas mal de promoteurs ici, mais en fait il y a vraiment des améliorations à apporter. Et donc en fait le savoir-faire à la française, à l'européenne, moi typiquement la plupart des maisons qu'on va trouver à l'île Maurice, il y a pas de, moi ça c'est juste un exemple, alors pas très passionnant, mais il y a pas de, tu vois, il y a pas de vide sanitaire, donc en fait ils font passer toute leur canalisation dans le jardin. Moi tu vois c'est vraiment et en fait à la fin ils savent pas, ils savent pas tous en fait normer, en fait c'est ça, c'est les choses. Donc en fait il y a beaucoup de choses en fait à apporter dans une île comme ça pour qui a envie de travailler ici, quoi. Il y a un savoir-faire à apporter. On avait fait une émission avec notre comptable Nickel, effectivement, qui disait aussi il y a beaucoup d'opportunités pour ceux qui veulent bien apporter de la plus-value. Hein. C'est énorme. En fait c'est quelque part, en fait c'est quand tu es armé en fait de courage, hein, quand tu as soit une compétence, soit si tu es prêt à la développer, en fait il y a plein de choses à faire. Toi c'est vraiment plein. Toi, c'est Laurent. Alexandre. Est-ce que tu as eu un énorme challenge qui a vraiment été assez fondateur dans ton parcours? Quel a été ton plus gros challenge que tu as relevé dans ta carrière? J'imagine que
C'est comme n'importe quel entrepreneur investisseur, c'est du quotidien. Mais est-ce que tu te souviens d'un truc qui t'est dit ah, c'était chaud là, mais je m'en suis remis et ça m'a vraiment fait passer au niveau supérieur? Écoute, le truc c'est ça, c'est peut-être en fait peut-être l'île Maurice finalement. Et là aussi, c'est pas pour être ambassadeur de l'île Maurice, mais tout à l'heure, on échangeait sur genre pourquoi je suis venu à l'île Maurice. Et en fait, quand je suis arrivé à l'île Maurice, en réalité, mon projet, j'avais toi, je me disais, ben voilà, toi, je suis super amoureux de ma femme, on a nos enfants, on va faire une petite vie paisible. Je vous ai parlé de mon arrière-grand-père qui a vécu jusqu'à 80 ans, qui a arrêté de travailler à 40 ans et qui a vécu jusqu'à 96 ans. Et il s'avère que mon père a arrêté aussi de travailler relativement jeune, donc toi, il a arrêté à 42. Et donc, moi, en fait, je me suis dit, ouais, du coup, en fait, ça a plutôt bien. Alors, ça c'est mon grand-père. Alors, lui, il est mort au travail, quoi. Mais voilà. Et moi, je me suis dit, ouais, du coup, je vais faire pareil que. Ça, c'est pareil que mon arrière-grand-père et que mon grand-père. Et je me suis installé à l'île Maurice pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis c'était super sympa. Et puis en fait, au bout du 4e mois, à force d'avoir une magnifique vue sur la mer, etc., je me dis ouais, c'est super. Mais maintenant, même toi, je suis toujours super amoureux de ma femme, toi, en fait, à un moment, tu as un peu l'impression, tu sais, quand même, de tourner en rond. Ouais. En même temps, tu sais, on avait Victoria qui était en bas âge. Et puis là, je me rappelle, d'un côté, je me voyais un peu sur ma petite banquette. En même temps, je me suis dit, ouais, c'est comme je suis dingue de ma femme, elle est un petit peu plus jeune que moi. Et je me dis, ouais, non, mais comment je vais faire si je reste tout le temps sur mon canapé? C'est pour que ma femme continue à m'admirer. Je vous livre en fait tout entre confidences, secrets. Voilà, ouais, là, ça total. Bah non, mais c'est juste, c'est une vraie réflexion. Et ma femme, en fait, d'un côté, elle était très heureuse de notre vie. Et puis un jour, donc, mon téléphone sonne, et puis t'as un mec qui m'appelle, qui commence à dire ouais, Laurent, là, il y a un type, en fait, en gros, il était pas très fier de son fils. Il disait que son fils, il allait pas être capable, en fait, de gérer, de développer de développer le patrimoine du papa. Et il me dit, il est vendeur. Il vend son patrimoine. Il vendait tout son patrimoine. Ouais. Et en fait, en gros, son patrimoine, il avait à peu près la même chose que ce que j'avais à cette époque-là. D'accord. Ah oui, voilà. En fait, tu pouvais doubler. C'est pas je pouvais, en fait, c'est j'ai doublé. T'as doublé, ouais. Donc... Et donc, en fait, quand tu me demandes c'est quoi le challenge, et en fait... globalement, c'est ça, j'ai eu cet appel, et puis c'est vrai que je m'interrogeais en me disant, mais toi, si ça continue comme ça, est-ce que vraiment, si je relève pas de challenge, c'est socialement, chaque fois que ma femme rencontre quelqu'un, elle explique que son mari est assis dans le canapé. Il fait quoi ton mari? En ce moment. Alors certes, j'essaye d'œuvrer au bonheur de ma famille, mais maintenant, voilà, il est assis dans le canapé, il est au bonheur de sa famille. C'est intéressant. Et là, en fait, j'ai reçu ce coup de téléphone, et puis à un moment... T'as enfilé la cape, c'est vrai que c'est Batman à la retraite, genre ils remettent Bruce Wayne, ok, j'y vais. Un peu rouillé, mais j'y vais, les gars. Ouais, c'est ça. Et là, je me suis dit, ouais, écoute, j'en ai parlé à Maud, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Et elle me dit, ouais, écoute, si toi, c'est vraiment, si ça te plaît, si ça t'épanouit, vas-y. Et là, je suis parti, j'ai commencé à faire le dossier de financement. Et toujours, c'est important, parce que aussi, c'est quand t'es à l'île Maurice, en fait, t'es pas coupé des banques. En fait, t'es pas coupé des banques si tu t'es pas coupé des banques. En fait, aujourd'hui, c'est partir à l'île Maurice. En fait, c'est prendre conscience. Moi, je suis pas parti à l'île Maurice, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas parce que j'aime pas la France. Moi, je suis parti à l'île Maurice parce qu'à un moment, j'avais envie d'un autre projet de vie, etc. Et donc, même si j'ai fait en fait toute mon exit tax, etc. Donc, j'ai fait tout dans les règles de l'art. Maintenant, je suis toujours resté proche de mes banquiers, etc. Donc, en fait, ça m'a jamais freiné en fait dans mon business. Et donc là, donc j'ai monté tout le dossier. J'ai essayé de renégocier 2-3 bricoles avec le vendeur. Il s'avère que par hasard, le vendeur, je lui avais acheté, quelques années auparavant, en fait, un premier bâtiment. Donc en fait, en réalité, je le connaissais. Vous aviez déjà un lien. Ouais, c'est ça. On avait un lien, ça s'était bien passé. Moi, j'étais content de ce que je lui avais acheté. Lui, il était content de l'avoir vendu. Et puis en plus,
Et en plus, le vendeur, en fait, je le trouvais assez intéressant. En fait, quand je l'avais connu, je l'avais connu par un maître d'œuvre avec lequel je travaillais, et je le trouvais assez intéressant parce que dans sa politique tarifaire, par exemple, en fait, il loue des locaux pas chers. Et en fait, tu vois, il loue des locaux pas chers, il participait à ses travaux. Alors moi, pour la peine, je sais pas changer une ampoule, d'où l'histoire du balai dont je parlais tout à l'heure. Non, mais par contre, c'est vraiment, tu vois, je comprends la construction. Je suis, tu vois, quand je fais des allers-retours, c'est pour voir ma construction, rénovation, vraiment poursuivre tout ça parce que je comprends et j'aime. Et lui, en fait, ce que je trouvais hyper impressionnant, c'est même, il mettait la main à la pâte, quoi. Je le voyais, tu vois, c'est sur des engins, des choses comme ça. Et en même temps, ce que j'ai trouvé intéressant dans l'étude du patrimoine d'abord que j'ai étudié et après que j'ai acheté, c'est que je m'apercevais que le mec, il louait pas cher. Ah, et le opportunité. pas cher, tu vois, c'était non seulement en fait au départ, quand j'ai monté mon dossier, je me suis dit, ouais, comme c'est pas cher, ben en fait en gros j'ai vraiment une belle, ouais c'est ça, j'ai du levier. Ouais. Et après en réfléchissant, je me suis dit, est-ce qu'il faut vraiment exploiter ce levier? Parce que quand tu vis à 10 000 km de là où tu as tes actifs, est-ce que ça n'a pas du sens de dire, finalement, je loue pas cher, parce que si je loue pas cher, en fait c'est le commerçant, en fait, le commerçant, l'enseigne, en fait finalement va avoir un site en fait qui va être encore plus rentable, hein. Et donc moi en fait quelque part en tant que bailleur j'ai moins de casse, Ouais, hein. t'es tranquille. Ouais. Et donc je suis tranquille. Ouais. Et donc en fait ça a même influé. En fait, c'est la suite de ce que j'ai pu faire. Donc ça, toi, c'était vraiment un gros challenge. Tu vois, c'est donc qui m'avait permis. Tu vois, j'avais de quoi vivre une fois. Alors là, j'ai encore, toi, ça, il faut que je termine de rembourser tout ça, mais j'avais déjà de quoi vivre une première fois. Et là, toi, par exemple, ça, c'est un financement, toi, que je termine en justement. C'est un gros truc que je termine en 2029. Donc Ok. voilà. Donc et puis entre temps, en fait, après, c'était pas le seul. Toi, c'est aussi tout à l'heure j'ai parlé de la zone commerciale. Non mais là on est en train de parler de 30 000 m², tu vois, c'est pareil, 30 000 m². Un challenge. Ouais, ça c'est un vrai challenge. Et puis au départ, tu vois, ça c'est le truc, moi voilà, ça m'épanouissait de faire ça. Et puis ça a été 2 fois un challenge parce que ça m'intéressait de faire donc la plus grande zone de loisirs indoor de France, et un deuxième challenge parce que et ça, celui-là j'avais pas vu venir, parce qu'en fait je suis rentré en pleine crise Covid, hein. Oui. Et comme c'était en fait toi du loisir, et le loisir a été fermé pendant 1 an, donc tu avais une partie qui tournait, donc j'ai dû gérer en fait une tonne de difficultés. Une partie en fait c'est ça qui était en construction, donc là-dessus en fait entre les coûts de construction qui étaient prévus, en fait tous les marchés que j'avais pas signés, même des marchés que j'avais signés, en fait finalement c'était plus du tout les mêmes coûts de construction. Ça va augmenter. Donc ouais, il a fallu beaucoup. Et tes locataires continuent à payer? Alors non. En fait, c'est et là-dessus, alors si c'était à refaire, je referais pas pareil, mais en fait, c'est là-dessus j'ai fait énormément de gratuité. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, la loi me permettait de reporter en fait les loyers. Ouais. Et en fait, moi, la stratégie, en fait, c'était de se dire, ok, est-ce que finalement, pour être sûr qu'ils puissent bien redémarrer, est-ce que finalement, je leur fais pas cadeau des loyers? Ok. Et en fait, rétrospectivement, je me dis, je sais pas si c'est ce que j'ai fait de plus intelligent. Ouais. Et puis, en fait, aujourd'hui, on se retrouve, toi, c'est 4-5 ans après le Covid. Je me dis, ok, de toute façon, même si j'ai fait des conneries, je suis toujours là. C'est ça. Oui, c'est fait, t'as appris. C'est fait. Ouais. Si demain, il y a de nouveau le Covid, peut-être je le ferai différemment. mais voilà, ça c'est... Est-ce que tu te vois les prochaines années encore à l'île Maurice? Est-ce que tu as des plans pour faire autre chose ou... Alors, en fait, aujourd'hui, oui, clairement, je me vois à l'île Maurice. En fait, c'est pour plein de raisons. En fait, c'est c'est un hub sympa pour voyager. Oui. Ça, c'est parce que tous les voyages, en fait, qui étaient très compliqués à faire. Alors là, ça n'a rien à voir avec la France, mais toi, c'est en Europe. C'est par exemple, tu vas aller en Afrique du Sud. Ça, c'est l'Afrique du Sud. C'est très gros voyage tout de suite. Oui, c'est ça. C'est après, et puis nous, on aime bien. On aime bien voyager. Donc, mais si tu vas aller en Afrique du Sud, en fait, t'es juste à côté de l'Afrique du Sud. Tu vas aller aux Seychelles, t'es à côté. Voilà, l'Asie. En fait, c'est ça. C'est tout. Tu vois, c'est ça. C'est tous les spots qui sont loin de France sont à côté de l'île Maurice, et on aime bien voyager. Donc déjà rien que ça. Ouais, vous avez fait autour des pays Madagascar, le Kenya. Alors t'as juste Madagascar en fait qu'on n'a pas encore fait. Ouais. Ça c'est alors après du coup peut-être que tu en as trouvé d'autres, hein. Mais maintenant en tout cas en fait on n'a pas fait parce qu'on trouvait que les enfants étaient un peu trop jeunes. Ouais. Mais là maintenant en tout cas on est vraiment dans l'optique. Alors là on a beaucoup de vacances de prévues
donc on va pas faire Mada en 2025 parce que on est déjà à peu près booké. Tu vois, ça, Ouais, t'as une nouvelle croisière qui t'attend là. Ouais, c'est ça. Bah là, c'est là en fait on a un mois de croisière en Asie et 3 semaines de croisière. En fait, c'est ça, c'est où on fait Islande. Tu vois, on va jusqu'au Svalbard. Tu vois, ça, on essaie de s'approcher un peu du pôle Nord. Tu vois, c'est parce que quand on vit ici, d'ailleurs, c'est un des défauts de l'île Maurice, faut le dire. Tu vois, par exemple, c'est quelqu'un comme moi, je transpire. Tu vois, donc en fait, il fait chaud. Ouais. Mais en même temps, c'est une qualité. Hein. C'est quand même agréable d'être tous les jours en short. Après, là, on est en janvier. Là, on est vraiment. Oui, on est sur le pic. Oui, je suis Ouais. d'accord. Ouais, non, on est d'accord. Mais c'était une boutade. Mais voilà. Donc en fait, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sais que j'aime bien aller. Tu vois, c'est ça. C'est une fois par an aller chercher vraiment le froid en famille. Ouais. Tu vois, on a été en Suède, voilà, c'est en Russie. Tu vois, alors c'était avant la guerre. Hein, mais là, c'est plus compliqué. Ouais, moi, je rêvais d'aller en Russie. Bon, bah, c'est pas pour tout de suite. On peut pas aller en Russie là ? Si, on peut y aller. En fait, on peut y aller parce qu'en fait, à Maurice, justement, en fait, c'est intéressant parce que moi, j'ai quelques connaissances russes, alors aussi ukrainiennes. Hein, tu vois, c'est ça, c'est parce que tu as quand même tout un melting pot. Oui, il y a beaucoup d'Ukrainiens et de Russes à Maurice. Ouais, bien sûr. Tu vois, et après, tu vois, c'est en fait, en gros, tu peux y aller, quoi. Voilà. Alors après, quand tu as ça, t'as un visa parce que toi, pour avoir déjà été, tu vois, c'est le visa. En fait, il passe pas inaperçu dans ton passeport. Donc, je sais pas comment ça se passe après quand tu reviens en France ou tu vois ça, c'est. Vous avez été faire c'est là. clair, Toi, c'est clair. voilà, c'est si derrière toi t'as pas un, toi c'est ça, c'est un stempel rouge sur ton passeport, Un gros red flag. Toi, c'est un gros red flag. Mais voilà, toi, en tout cas, donc voilà, et sinon autrement non, en fait, toi c'est l'île Maurice, moi je trouve que c'est très intéressant pour rayonner. C'est l'interrogation que j'ai, en tout cas quand je vois notre fils aîné, donc là pour l'instant effectivement il fait pas ses études supérieures en Suisse, à l'île Maurice, voilà, il est parti en Suisse au frais, mais par contre, tu vois, je pense que jusqu'à la fin du lycée, en tout cas, c'est sûr que nous, en fait, on bougera pas. Ça, c'est là-dessus, on n'a pas de doute. Tu vois, c'est oui, je vais faire des allers-retours. Oui, tu vois, ça, c'est moi des allers-retours, d'ailleurs, pas que en France, quoi, parce que comme je le disais, c'est à partir de 2029-2030. L'idée, c'est vraiment d'aller investir ailleurs dans le monde. Mais donc, tu vois, on va continuer à justement peut-être créer en fait d'autres formes de vacances, des vacances d'investisseurs. Mais maintenant, tu sais, en fait, quand tu aimes l'immobilier, en réalité, partout où tu vas, tu t'intéresses à l'immobilier, quoi. Quand t'es passionné. C'est ça. T'as un parcours vraiment très inspirant. À la fois diversifié, même si tu as ton cœur de métier, tu es quelqu'un de malin, d'intelligent, tu sais t'adapter, etc. Et en plus, tu n'en es qu'à la moitié de ta carrière, du coup. Quel conseil tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent et qui sont inspirés par ce que tu as su créer, le conseil de Papa Laurent pour les gens qui veulent commencer à peser dans le game de l'investissement et du business? Ouais, déjà, c'est de faire. Non, mais tu vois, en fait, c'est quelque part, c'est si tu fais pas, je veux dire, il se passe rien. Non, mais peut-être que c'est con comme conseil. Non, mais ça mérite c'est le meilleur. C'est clair, Non, c'est le meilleur. Tu vois, c'est ça, c'est souvent, je pense que tu as plein de personnes, en fait, c'est ça, c'est qui veulent faire, qui pensent à faire, et en fait, à un moment, c'est de se lancer. Tu vois, j'ai un de mes meilleurs amis que j'adore, etc. Et je sais que souvent, il a eu plein de projets, tu vois, c'est d'entrepreneuriat, mais en fait, aujourd'hui, il est salarié, bien loti, etc. Et c'est fort de tout ça, même s'il rêve d'aller dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est compliqué pour lui de franchir le pas. Donc, en fait, c'est le jour où on a l'occasion de le franchir, il faut le franchir. Parce qu'effectivement, comme j'ai dit, tu vois, moi, j'ai été salarié quelques mois dans ma vie, donc moi, j'avais pas grand-chose à perdre. Et pourquoi tu avais été salarié ? Parce que, tu vois, c'est ça, j'avais fait des études, à ma grande surprise, parce que j'étais pas un grand élève, hein, pour être honnête, mais je sais pas pourquoi, en fait, c'est sans faire exprès, j'ai eu le bac, et puis... c'est un malentendu. Voilà, c'est sur un malentendu, j'ai eu le bac, tu vois, c'était vraiment inespéré, hein. Toi, c'est ma mère qui était prof, c'était la première surprise. Je me rappelle quand elle m'a annoncé que j'avais le bac, alors, en réalité, moi, j'étais le deuxième surpris, mais j'ai fait comme si j'étais pas surpris, tu vois. Au bluff. Voilà, c'était non, tu crois quand même pas que j'allais me présenter au bac pour ne pas l'avoir, maman. Donc voilà. Et puis derrière, j'ai fait. Mais maintenant, en fait, avant ça, c'est vrai que je voulais être chef d'entreprise, etc. Et puis moi, ça, je vous passe toutes les petites conneries que j'ai pu faire quand j'étais jeune. Toi, c'est pour essayer de tester le business.
Et donc j'ai fait derrière mes études, et puis comme j'ai fait des études d'économie et de gestion, en fait derrière on t'expliquait que ce qui était super sympa c'était d'être auditeur. Donc en fait tu as un cabinet d'audit, j'ai pu rentrer dans un cabinet d'audit. Et putain, je peux vous dire, c'est bien fait chier. Ah ouais, non mais je suis pas fait pour l'audit. C'est barbant. C'est une façon politiquement correcte de dire que c'est vraiment de la merde. Ouais, c'est quelque part. Bon. Ouais, c'est quelque part en fait on vend du rêve à des jeunes, mais putain c'est un truc. Non mais c'est un métier de teubé. Ouais. C'était pour moi c'était horrible. C'est un métier de teubé, et puis par contre pour la peine, ces mêmes jeunes, en fait je voyageais déjà beaucoup. Et ce qui m'impressionnait, c'est que tu partais avec une équipe dans des bêtes de ville de France. Et en fait, quand tu étais dans la bête de ville de France, en fait, déjà, à la place de prendre un hôtel dans un endroit sympa, toi, t'allais dans un hôtel de périphérie. Sur Formule 1. Sur l'autoroute. Ouais, c'était quand même pas Formule 1. Parce que, budget. Non, même pas. Non, mais non, franchement, toi, c'est toujours comme c'était une espèce de gros cabinet d'audit. Alors, je vais pas leur faire de pub, parce qu'en plus, j'ai bossé avec eux, ils étaient vraiment nuls. Donc, mais c'était vraiment, c'est un Big Four, quoi, donc vraiment, vraiment nul. Et en fait, alors peut-être vous pouvez aller sur mon profil LinkedIn, il y a peut-être ma bio, peut-être que je l'ai mis, mais ah non, mais je plaisante. Mais en fait, donc c'était plutôt Novotel, des trucs comme ça. Mais c'était Novotel en zone commerciale. Alors ça, toujours à titre personnel, j'adore développer des zones commerciales, mais maintenant, c'est pour moi, pour la peine, ça, je trouve que ça me fait pas kiffer. C'est pas le Prince Maurice qui est juste derrière nous. Non, c'est pas ça, non. Non, effectivement, c'est sûr que je préfère, c'est la mer et la vue mer. Et quelque part, et souvent, chaque fois, le soir, on avait terminé, je propose à tout le monde d'aller faire un tour, venez, on va visiter la ville. Et en fait, ça intéressait personne, quoi. Ils étaient là, ils avaient vu des factures toute la journée, ils étaient contents, ils avaient tout pointé, ils étaient comme des fous. Et pour moi, moi j'ai vécu l'enfer. Ça, c'était, en tout cas, je suis pas fait pour ça. Je dis pas que les entreprises n'en ont pas besoin. Toi, t'es un peu le cancre, en fait. Ouais. Et du coup, est-ce que tu veux que tes enfants aient des bonnes notes à l'école? Ça, c'est un long débat avec Fabien que nous avons ensemble. Alors, écoute, le truc, c'est que, pour être très honnête, je rêvais que mon fils aîné fasse Polytechnique. D'accord. Mais juste, je rêvais. Et en fait... Il a quand même fait une école de ouf. Ouais, il a fait une école de ouf, mais il a fait des études de ouf. Mais maintenant, d'ailleurs, c'est-à-dire que là aussi, quand je dis en France, il reste quand même des vrais perles que tu vas pas trouver tout de suite. Alors après, je pense qu'un jour, d'ailleurs, toi, tu vois l'enseignement à Maurice, c'est super. Mais tu as quand même quand tu tombes dans les bêtes d'école en France, pour l'instant, le niveau est encore mieux. Mais maintenant, l'île Maurice. Par exemple, je vois mon petit dernier, la Jonas, en fait, qui a un profil un peu atypique, qui est très 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 bien accompagné. Tu vois, c'est sans faire exprès en train de devenir un bon élève. Maintenant, pour revenir avec mon fils aîné, j'espérais vraiment qu'il fasse Polytechnique. Je me suis battu, justement, je racontais à la maman d'Alexandre, c'est quand on était, on était à l'équitation, en train chacun, c'est sa maman regardait son petit-fils et moi je regardais ma fille et on discutait. Et en fait, je me suis battu pour le faire rentrer dans une des meilleures écoles de France pour faire ses études. Et d'ailleurs, c'est pour ça, malgré tout, il n'est pas venu avec nous à Maurice parce que c'était vraiment une bête d'école pour qu'il fasse Polytechnique. Il en avait rien à faire de l'école. Il a passé sa scolarité à être pas loin entre dernier de la classe et pas loin de dernier de la classe. Ah ouais. Ouais. Alors après, le truc c'est comme il était le standard est très haut. Ouais, le standard, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, il a eu son bac avec, je crois, 14 de moyenne en étant dernier de la classe. Ah oui, en étant mauvais. C'est ça. C'est en étant le plus mauvais de sa classe. D'accord. Mais bref, c'est ça. En fait, j'aurais rêvé que ça soit un bon élève parce que j'étais à une calamité. Et lui, en fait, finalement, il m'a assez vite vacciné. Ouais. Et donc, finalement, et puis je dirais qu'il a compris un peu le concept du réseau. En fait, je pense que là, il est parti, en Suisse, dans son école, qui est aussi une bête d'école là-bas. Et en fait, je pense, dans son idée, alors, c'est pas un mec qui force le destin. C'est un mec très sympa. Il va pas commencer à être pote avec quelqu'un parce que ça va lui apporter quelque chose. Ouais. Mais c'est plutôt quelqu'un qui est sympa avec tout le monde. Et après, qui développe des vraies amitiés avec
avec quelques personnes. Mais par contre, il a compris le concept du réseau. Tu vois, donc dans son école, je pense qu'il connaît tout le monde, tu vois, hyper bien intégré. Donc je me dis au moins, c'est quand même ça qu'il a compris, c'est top. C'est autre chose, hein, mais par contre, je dirais, il m'a vacciné. Donc quand je prends Victoria et Jonas, tu vois, c'est aujourd'hui, oui, tu vois, c'est si ils allaient faire, alors pas l'ENA. Ça c'est j'aimerais pas que mes enfants soient énarques. Ouais, c'est ça, c'est pas ma fille qui s'appelle Léna. Ma fille s'appelle Victoria. Ou Sciences Po. Non. Non. Sciences Po. Ouais, non, c'est marrant, hein, mais c'est pourtant toi vraiment la culture de l'excellence à la française. Non, mais quand tu prends, toi, c'est ça, c'est entre Polytechnique. Moi, je trouve que j'aurais rêvé pour mes enfants, Polytechnique, HEC, je trouve qu'on a vraiment des trucs qui sont exceptionnels. Hein. Mais par contre, tu vois, c'est ça. Donc ça, c'est sur le red flag. Tu vois, c'est c'est Sciences Po et l'ENA. Ça, j'en veux pas. Ça, je crois que ça forme. Toi, c'est ça. C'est. Toi, c'est ça. C'est tolérant, mais ouais, c'est ça. C'est à un moment, tu vois, ça serait vraiment compliqué, quoi. Tu vois, ça serait en fait un truc un peu. Trahison familiale. Ouais, ça me rendrait pas heureux, quoi. Tu vois, mais bref. En grandissant à Maurice, ça va être compliqué de se dire tiens, je vais à la Sciences Po. Ouais, non, mais c'est lui, voilà. Mais maintenant, en tout cas, le premier a ouvert la voie pour que je sois décomplexé des études. Il s'avère que là, pour l'instant, les deux petits, en fait, ils semblent bien travailler à l'école. Mais tu vois, c'est chaque fois qu'on me dit qu'ils travaillent bien, je suis content. Et puis si un jour on me dit qu'ils travaillent pas bien, je suis déjà prêt psychologiquement. Ouais, c'est ça. Voilà, je suis fort dans ma tête. C'est ça. Je suis fort. Pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient investir chez CryptoStone, est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on leur met un petit lien comme il faut? Alors, pour te suivre dans tes aventures. Alors ouais, donc CryptoStone. Alors tu pourras mettre déjà le lien, peut-être si tu veux, c'est notre Twitter, de notre X. Tu vois, c'est ça, c'est le lien X. Toi, en fait, on est aussi sur, c'est X, Telegram, LinkedIn. En fait, c'est. T'as pas un petit lien affilié pour nous, pour qu'on touche 20%, 20% sur tous les dons. Ouais, alors malheureusement, en fait, on est hyper réglementé. En fait, on sort une logique de security token. En fait, on est vraiment hyper réglementé. Donc il n'y aura pas d'argent pour nous, quoi. Ouais, alors ça c'est vraiment, ça aurait été avec plaisir. Non mais sincèrement, ça aurait été avec plaisir. Après, on est sur des logiques. Non mais toi aussi, non seulement la blockchain est là et en fait c'est hyper transparent. En fait, on est vraiment sur des logiques de micro-marge. En fait, on s'est calé en fait sur les marges des fonds d'investissement. Alors la différence en fait entre nous et un fonds d'investissement, c'est que ils brassent des milliards et nous, pour l'instant, en fait, on est dans une logique de millions. Ça, c'est un bon début. Et donc voilà. Et en fait, et la vente publique, c'est-à-dire là, il y a déjà eu de la vente privée, mais la vente publique, en fait, c'est justement à la fin de ce trimestre-là. Donc, c'est intéressant ça. Donc voilà, donc ça, je pourrais vous donner ça. Très bien. Et après, tu vois, après, si vous voulez, tu vois, ça, c'est d'autres liens sur d'autres boîtes dans lesquelles j'ai investi, ça, c'est possible. Ça marche, on mettra ce qu'il faut pour CryptoStone. Est-ce que tu as un dernier mot? Je veux vraiment sincèrement te remercier, Laurent, parce que c'est un petit moment que je voulais t'interviewer dans le podcast, puis tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et on passe toujours des bons moments chez Laurent, on est toujours très bien reçus. Donc voilà. Est-ce que tu as un mot à passer à ceux qui t'écoutent? En fait, c'est ça, je pourrais avoir plusieurs mots dans plusieurs domaines. Alors je suis vraiment désolé. Est-ce que vous avez encore une petite heure devant vous? Ouais, moi je vous ai dit, là, vous n'allez pas partir comme ça, quoi. Tu vois, c'est par exemple pour moi, tu as toute l'approche business et je dirais tu as toute l'approche vie privée. En fait, c'est pour la vie privée. C'est-à-dire, tout à l'heure, on dit voilà, il faut se lancer. Et après, par exemple, pour moi, en fait, c'est pourquoi je trouve que c'est sympa de vivre à l'île Maurice, c'est que même quand on a bien réussi en France, par exemple, là, jusqu'à hier, j'avais un pote à moi qui est un gros industriel français qui était à la maison. J'étais très heureux de le voir et j'étais très heureux aussi que tu m'invites pour ton anniversaire. Merci beaucoup, Alexandre. C'est partagé. Et en fait, ça, ce qui est marrant, quand je discute avec lui, je disais, ce qui est dur en France, c'est que même quand tu es riche, c'est compliqué d'être riche parce qu'en fait, tu n'as même plus les moyens d'être riche. C'est-à-dire que, tu vois, tu vois, c'est-à-dire que, en fait, tout coûte tellement cher en France, tu vois, c'est-à-dire que, en fait, tu n'as plus les moyens. C'est-à-dire que, tu vois, c'est demain, quand tu vis dans un pays comme Maurice, que tu as un tout petit peu réussi, tu n'as même pas besoin d'être une fortune de ouf, quoi. Mais maintenant, tu as un tout petit peu d'argent à l'île Maurice, si ça te fait plaisir. Alors, toi, je passe le jardinier et le pisciniste, ça, c'est la base. Je passe, tu vois, c'est ça, c'est. Nounou, femme de ménage. Ouais, c'est ça, c'est l'employé de maison,
à minima, mais tu as envie d'avoir un chauffeur, tu as un chauffeur. Alors moi j'ai pas de chauffeur, mais toi c'est envie. En fait, à un moment tu rentres, on va dire, familialement et dans le confort de vie. En fait, c'est ça, c'est t'as envie d'avoir 10 nounous, t'as 10 nounous. En fait, c'est dans ton confort de vie, en fait, t'as un confort de vie de dingo, quoi. Je suis d'accord, ouais. Après, je dirais à Maurice, alors moi je l'exploite pas, pour être très honnête. Toi, je l'exploite pas parce que, j'ai pas forcément envie de faire du business à Maurice. Deux, tu vois, alors aujourd'hui, ça se voit pas trop parce que, comme je dis, j'avais mes victimes consentantes, donc j'ai pu beaucoup parler, mais tu vois, je suis un petit peu réservé, toi, dans la vie de tous les jours. Donc, mais par contre, tu rencontres un melting pot de personnes hyper intéressantes. Tu vois, c'est un truc, c'est déjà rien que ça, c'est déjà de l'enrichissement. C'est-à-dire, toi, c'est tout à l'heure, par exemple, je vois, toi, c'est Alexandre, mais j'ai un pote Alexander. Non, mais toi, c'est un oligarque russe. Toi, il a une boîte, 70 000 salariés. Non, mais en fait, je le rencontrerai pas ailleurs. Ouais, oui, c'est vrai. Toi, tu vois, c'est dans quelques endroits du monde, dont Maurice fait partie. Ouais, tu vois, c'est ça. Et donc, voilà, c'est plein de gens malins, tu vois, plein de gens en fait avec des business différents. Et ça, tu vois, c'est vraiment, c'est même par exemple, si tu cherches pas à développer un business à Maurice, quand tu viens à Maurice, en fait, tu as c'est pour peu d'être un tout petit peu curieux, en fait, tu as une incroyable richesse avec tous les gens que tu rencontres, et en plus c'est assez bien ficelé. Alors quand je dis c'est bien ficelé, parce que justement nous on s'était rencontrés par un truc justement de web entrepreneur, tu vois, même si moi je suis pas web entrepreneur, mais en fait on s'était rencontrés comme ça. Après, toi, c'est par exemple souvent en fait t'as un certain nombre d'expats qui vivent ensemble, donc en fait c'est un fil qui est beaucoup plus simple à dérouler que si tu habites à Paris ou ailleurs, tu vois. Donc voilà. Et puis après, tu vois, c'est ça. Puis après, par contre, comme vous l'avez compris, moi, je suis un dingue de business, un dingue de. Tu vois, j'essaye d'investir dans différentes natures de start-up, des choses comme ça. Et le fait d'être à Maurice, même si tu as des équipes, en fait, à un moment, tu viens, tu es posé. C'est en fait les gens, en fait, toi même quand je vais plus d'équipes, à un moment donné, en fait, c'est quand il y avait la Bombonao, en fait, à changer. Quand toi, c'est quand t'es avec tes équipes à Paris, en fait, tu sais pas pourquoi, mais en fait, on t'explique que la bonbonne d'eau elle est vide. Toi, c'est voilà. En fait, quand t'es à Maurice, en fait, c'est les gens avec qui tu travailles, en fait, deviennent, en fait, arrêtent de s'infantiliser. Oui. En fait, ils sont obligés, donc, et ça te donne en fait une vraie, tu vois, ça c'est une vraie capacité de réflexion, tu vois, t'arrives te projeter, tu vois, j'ai ma to-do list, j'ai ma to-do list à faire, et en fait il n'y a pas de choses qui viennent me perturber dans ma journée. En fait, c'est aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, tu vois, quand tu es par exemple en France et quand tu fais mon métier, c'est si je suis là et je suis posé à côté d'équipes, et même si j'adore toutes les personnes qui travaillent avec moi, en fait, le truc, c'est ça, c'est que c'est vachement compliqué. En fait, finalement, tu avances quasi que le week-end. Oui. Là, en fait, en réalité, c'est ça, tu as une vraie tranquillité. Il y a peut-être juste, à la rigueur, peut-être le week-end, j'ai un peu plus de temps à consacrer à mes enfants. Tu vois, c'est tous les soirs, j'essaye de faire les devoirs. Toi, je fais une petite pause pour faire les devoirs cool. Avec mon petit garçon. Toi, c'est Victoria, c'est Maud qui s'en charge. Et donc voilà. Et donc voilà. Toi, c'est aujourd'hui, je trouve que et tu peux, en fait, alors là aussi, ça dépend de ton métier. Par exemple, mon pote qui est industriel, non, lui. Il ne peut pas vivre à Maurice, en tout cas aujourd'hui. Par contre, il doit gérer son entreprise. Oui, il doit gérer son entreprise. Mais maintenant, c'est quand il voit ça, en fait, à la fin, toi, c'est. Alors, bien sûr, tu vois, il ne va pas vendre son usine demain, mais c'est vrai que demain, il dit, voilà, c'est si en fait, il doit changer, etc. Je pense qu'il va rentrer peut-être. Il rentrerait, tu vois, c'est ça, c'est dans du trading, tu vois, c'est dans du négoce. Hein, et en fait, c'est là aussi du négoce, tu peux le faire de Maurice sans aucun problème. Ouais. Toi, c'est à l'avion, toi, c'est easy, quoi. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est tellement juste ce que tu as dit. C'est vrai que quand tu as la liberté de pouvoir vivre à Maurice, le quotidien, il est quand même très facile, je trouve. Très facile. Comparé à en France, nous, on a encore notre maison en France et on est resté pour les vacances de Noël. Mais j'arrive pas à travailler, alors pourtant je suis qu'à la maison, hein, tout seul, mais c'est pas du tout la même énergie, c'est très différent. Ici tout est facile, tout est simple. Tu veux faire un petit travaux dans ta maison, un truc à réparer, c'est facile. En France, il faut appeler un mec, tu sais pas s'il va venir, il va venir te faire un devis, il va jamais te rappeler. Puis le devis il est cher. Le devis, ça coûte une fortune. Ici tout est beaucoup plus simple. Oui, sur plein de choses. C'est clair.
Mais merci beaucoup Laurent. Est-ce que tu Merci, avais une Laurent. dernière- C'est une moi qui vous dernière remercie. question, Non, non, j'ai plus Ah. de questions. Moi. Ouais, vraiment parcours Vous êtes super sûr inspirant. Ouais. On reviendra pour l'épisode 2, mettez-le nous en Ah, ok, commentaire. ok, ok. Non, franchement, merci beaucoup cool. de t'être confié sur ton parcours vraiment inspirant. Passionnant. Ouais, Bah, et puis Merci à vous. on t'embrasse et à bientôt. Ouais. Salut les Bah, amis, bye bye. Bisous. Allez, bye bye. Bisous.